Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Gizmo. On va passer la prochaine heure en compagnie de Quentin, avec qui on va discuter d'énormément de sujets, entre autres de veille techno, d'innovation, et c'est ce qui suit au quotidien. Il nous partagera aussi les changements et les innovations qu'il voit percer et comment elles sont ou peuvent être intégrées dans différents types de production. Vous allez voir, c'est assez passionnant et il a beaucoup à raconter sur ces sujets-là, donc normalement ça devrait vous plaire, c'est plutôt chouette. Avant ça, si c'est pas déjà fait, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne. Vous êtes nombreux et nombreuses à suivre les différents épisodes et pour ça, merci. Mais le next step, c'est de s'abonner pour en fait soutenir le podcast et tout le travail qui est nécessaire à la sortie de tous les épisodes. Et puis en plus, ça permet par l'algorithme de YouTube de faire découvrir la chaîne en fait à d'autres personnes comme toi qui ne seraient jamais tombées dessus. Donc rien que pour ça, ça peut être chouette pour eux. T'as la petite cloche en bas. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup pour eux et pour le podcast. Dernière annonce avant de commencer. La saison 1 se termine bientôt et je vais avoir besoin de toi pour préparer la saison 2. Comment je vais avoir besoin de toi grâce à ton avis et tes retours. Pour ça, je t'ai préparé quelques questions pour savoir ce que tu as préféré et moins aimé, au contraire. Tu réponds clairement aux questions que tu veux, c'est super libre. Et puis, grâce à ces retours et tous ces avis, moi, je te prépare une saison 2 aux petits oignons. Va voir dans la description en dessous, tu as le lien pour y répondre. Puis, je lirai tous tes retours avec attention pour sélectionner ce que je garde ou ce que je garde pas. Hâte de te lire et merci d'avance de jouer le jeu. Trêve de bavardage, les petits amis, c'est parti pour l'épisode en compagnie de Quentin. Salut Quentin. Salut. Oui, il va falloir parler, hein. Il n'y aura pas que la vidéo. Écoute, je vais pas faire teasing de l'épisode, même si on s'est un petit peu briefé sur des thèmes qu'on avait envie d'aborder tous les deux pendant cet épisode. Je veux bien que tu commences pour bien commencer en te présentant, en expliquant et en disant un petit peu qui tu es à ceux qui nous écoutent. Eh bien, bonjour. Merci Sandrine de m'accueillir sur ce podcast. Donc, je suis très honoré. Donc, je m'appelle Quentin Auger. Je travaille dans l'animation depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai peur, et dans la 3D depuis un petit peu plus. J'ai commencé dans la carrière, dans la 3D en tant qu'ingénieur. En fait, ingénieur en génie mécanique, gestion de projet, etc. Et puis, j'ai touché à l'image de synthèse, qui m'a attiré et donné envie d'en voir plus. Et c'était l'époque où on commençait à voir sur les écrans des animations d'images de synthèse. Il y avait eu Tron quelques années avant, et puis arrivaient des boîtes comme Pixar qui produisaient des courts et des longs métrages. Et donc comme j'étais attiré en fait par la bande dessinée, etc., j'ai essayé de glisser vers une autre utilisation de ces outils-là. Et donc après une formation continue, en passant par les Gobelins, je suis rentré dans l'animation il y a 20 ans. Donc, tu es retourné à l'école après ta formation d'ingénieur. Exactement. Je vais avoir bac P5 plus quelques temps. Alors, c'est une formation continue, donc c'était assez court. À l'époque, c'était une année de plus. Mais avant ça, j'avais fait l'image de synthèse. Alors, 3D était pas très accessible. C'était très, très, très cher. C'était pas sur les PC vraiment, ou alors c'était sur 3D Studio. Pas Max, mais Studio, et c'était plutôt bas de gamme, on va dire, entrée de gamme. Les gros logiciels de l'époque étaient sur des Silicon Graphics, des choses comme ça. Et en fait, je suis resté du coup dans le monde de l'ingénierie pour pouvoir continuer à en faire. Avant de pouvoir vraiment un petit peu glisser, puis j'ai fait du multimédia à l'époque. Alors là, ça va vieillir, vous vous rappelez, ou alors il y a des gens qui vont pas comprendre. C'est un peu comme le logo de la disquette que les plus jeunes ne comprennent pas. On travaillait sur des CD-ROM, on faisait des CD-ROM, on faisait du multimédia. On parlait pas d'audiovisuel synthétique. Bref, on parle d'image de synthèse déjà. On parlait pas de 3D, on parle d'image de synthèse. Enfin bref, donc je suis rentré en tant qu'animateur en fait, on veut dire dans l'animation, chez Sparks pour les premières entreprises. Puis j'étais intermittent au spectacle, j'ai glissé dans plusieurs entreprises, du Roran, du Bois, etc. Enfin des boîtes de l'époque, dont certaines ont fermé, comme c'est le cas de la plupart des boîtes. Elles ferment un jour ou l'autre dans le milieu. C'est un peu une blague entre vieux, c'est de dire en général on a plus de la moitié des boîtes dans lesquelles on a bossé qu'on ferme dans notre vie. C'est comme ça. Mais les gens restent, ils en refont d'autres. Et puis, c'est peut-être mon passé d'ingénieur, un petit peu mécanicien, qui a repris le dessus. J'ai commencé mais c'était aussi parce qu'à l'époque, il fallait le faire soi-même en tant qu'animateur. On me donnait des modèles et puis on me disait anime-les. Et c'était à l'époque où le terme rigging n'existait pas, le terme au mieux setup commençait à exister.
en France. Alors le setup, c'est comme ça qu'on appelait le rigging autrefois en France. Et d'ailleurs, il y a qu'en France qu'on l'appelle comme ça. Et on demandait aux animateurs de faire leur setup, c'est-à-dire leur préparation d'animation. Donc ils anticipaient, ils préparaient des choses sur leur modèle pour pouvoir les animer un petit peu après. Donc, on parlait pas encore vraiment de rig. Tu avais des espèces de setup, tu bidouillais un petit peu, tu mettais en place des contrôleurs pour t'aider à faire certains mouvements Bah que tu ouais, avais un peu c'est-à-dire anticipés. que ouais, en fait, au début, en animation 3D, on animait les points, quoi, les points des modèles. Et donc, on en vient souvent finalement animer les mêmes points, les groupes de points. Et puis finalement, donc a été créé. Mais je ne vais pas vous donner un cours de rig, mais c'est comme ça que, que quand je donne des cours de rig, c'est comme ça que je présente les choses parce que j'ai vu les choses se construire sous mes yeux. On fait des clusters de points. On connaît le terme cluster avec, hélas, des pandémies en ce moment, mais en gros, ça veut dire des groupes. Et puis ils viennent avec, en gros, on simplifie la manipulation, quoi. C'est-à-dire au lieu d'avoir plein de manipulateurs pour chaque point, on n'en a qu'un seul, c'est celui on va dire le repère du cluster, et puis comme ça bouge plein de points. Puis après, on les parente les uns aux autres, les clusters, parce qu'on y voit une utilité, puis ça donne en fait du skinning, et puis etc., etc. Et des couches se sont rajoutées petit à petit dans les logiciels parce qu'il y avait un besoin. Et au final, ça a donné aussi, j'ai envie de dire presque hélas, un métier à part entière. Je dis hélas parce que quelquefois on oublie, les gens qui font ce métier, ils oublient que c'est en fait c'est de l'animation. Il faut le faire pour l'animation. Et moi, ça m'est arrivé de riguer différemment le même modèle parce que dans 2 plans, j'avais des besoins différents. À l'époque, c'était très évident. De toute façon, on donnait le modèle aux animateurs, quoi. Donc on réfléchissait à son truc, et donc c'est là que sont nés on va dire des standards, des approches, etc. Et c'est vrai que c'est une telle charge mentale quelquefois, on va dire qu'on est quand même, quand on fabrique ces trucs-là, loin de l'anime, au sens, je pose des clés, j'analyse le mouvement, etc. On commence à s'en éloigner. Que quelque part, en fait, les profils des gens qui étaient ultra efficaces en setup n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qui étaient ultra efficaces en anime. Donc, en fait, des jobs c'est séparé. Mais il faut, voilà, je dis toujours aux rigueurs qu'il faut. Alors maintenant on dit rigueur, mais ça aussi c'est un peu nouveau. On s'est rendu compte que c'est la partie mécanique, hein, c'est le gréement, enfin bon, bref. Et donc j'ai fait ça, et donc on en venait, c'était le début de Maya là pour le coup, quand j'ai glissé à l'animation. Dans Maya, il y avait de quoi scripter. Donc en fait, dans les premières années où j'ai pratiqué, on a été quelques-uns en France, mais quelques-uns seulement, ça se comptait sur les doigts d'une main, à commencer à scripter pour faire des outils, en l'occurrence souvent d'anime, parce que c'est vraiment on va dire le profil des gens qui s'intéressaient à ça. C'était soit des gens qui faisaient du shading, c'est-à-dire du rig pour le rendu, comme je dis quelquefois, ou plus généralement du rig tout court pour l'anime. Et donc on a commencé à scripter, à faire les premiers autorigs avec en gros la bande de l'époque. Je pense à Michel Pecker par exemple, qui était dans ma promo des Gobelins. On a commencé à scripter des autorigs, ce qu'on appelle des autorigs, etc. Et puis, à force de faire des outils, en fait, finalement, c'est mon passé d'ingénieur, peut-être, même si c'était une formation que je faisais un peu par défaut, parce que je pouvais le faire, ça rassurait les parents, puis j'avais pris une fac, une école d'ingénieur qui faisait du design, donc ouais, il y avait du graphisme, ça c'était intéressant. Au final, j'avais eu quand même des cours de gestion de projet, d'analyse de la valeur, d'analyse en gros des problématiques et comment les résoudre avec des méthodes et tout. Et en fait, j'ai adoré remettre ça un peu par instinct, sans me rendre compte, au service des graphistes en fait. C'est-à-dire que finalement faire que de l'anime pendant quelques semaines, je me suis rendu compte que ça me passionnait pas forcément. Au bout de quelques semaines, je m'ennuyais un peu, alors que faire du rig ou des outils ou réfléchir à des workflows, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc c'est devenu... Ouais, progressivement, tu as lâché un peu l'animation et tu t'es plus concentré sur développer des outils, mettre en place des process, peut-être aider un petit peu à structurer une production pour que tout ce petit monde soit un peu plus organisé et que ça parte pas en live. Surtout quand tu racontes que via l'évolution de la technologie, il y avait plein de normes qui devaient être créées. Et en fait, Ouais. Des vous partiez méthodes, de pas grand-chose. on partait de... Mais en fait, c'est toujours ça, c'est un artisanat, c'est des arts appliqués. Des outils arrivent. Les profs au Gobelin disaient, l'anime, il y a vraiment tout à inventer en 3D, parce que pour l'instant, on anime quoi? On anime des outils de modeling, quoi. Donc, pas très sexy. Voilà, donc c'est des outils qui sont pas faits. Et Cyril Corvagier a raison dans un de tes podcasts de le souligner. En fait, tous les gens, comme des ingénieurs informaticiens qui
qu'analyse aussi des besoins, comment y répondre et comment faire des UX, etc. On a l'habitude de se méfier en fait des alternatives techniques et de les prendre pour des solutions. C'est juste des manières de répondre à des fonctions. Et en fait, il faut regarder vraiment les fonctions qu'on cherche, etc. Et quand on s'appuie juste sur ce que propose de base un logiciel, on n'a peut-être pas la bonne méthode et on n'utilise peut-être pas les bons outils pour répondre même si ça peut faire la blague et voilà, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Et donc ça a été voilà, ça a été mon parcours. Et puis, j'en suis venu à faire donc en France beaucoup du rig, un petit peu d'anime. Ça m'a emmené dans différentes entreprises. J'ai travaillé aussi ailleurs en Europe, à Berlin, un petit peu, où j'ai découvert un peu le monde des prods internationales, le fait de bosser avec des gens de partout dans le monde, avec différents niveaux, qui étaient passés par des grandes boîtes prestigieuses qui semblaient inaccessibles, des DreamWorks et compagnie. Et puis et moi-même, j'ai pu goûter à ça après en allant encore plus loin aux États-Unis. J'ai eu la chance de travailler à San Francisco, dans la mythique ILM de George Lucas. Et C'était un rêve pour toi, ça, de débarquer et de venir bosser à ILM, où tu t'es un peu pris au jeu et puis de fil en aiguille, tu t'es dit, oh bah pourquoi pas, si j'ai une opportunité, j'irai. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que non, ça n'a jamais été un rêve, parce que en tant qu'ingénieur, j'ai jamais fantasmé, on va dire, sur les très gros groupes, les grosses boîtes. J'ai vu moi-même, parce que c'était mon job, d'industrialiser finalement aussi. Parce qu'il y a une manière de rendre le boulot efficace pour les artistes. Et encore une fois, il faut leur laisser justement l'espace. C'est pour toutes les tâches qui sont un petit peu ennuyeuses, qui peuvent être automatisées, etc. C'est de le faire. Et comme ça, ils peuvent eux se focaliser et rajouter, donner le meilleur de ce qu'ils ont, leur valeur ajoutée, comme on disait. Et donc, je savais que dans des grosses industries, les boîtes les plus anciennes, ça allait être encore le côté industriel allait être encore plus gros. Et puis j'avais bossé dans des groupes où j'avais travaillé avec des Américains et je voyais la différence d'approche aussi. Ou avec des Américains, mais avec des Japonais aussi, avec des Allemands. Et il y a vraiment des approches culturelles très différentes et ça me faisait pas rêver. Et de tous les copains qui vivaient aux États-Unis, etc., qui travaillaient ou ailleurs, ou au Japon par exemple, je voyais que c'était exactement ce que j'anticipais. Donc ça me faisait pas, je goûtais le côté petite structure en France. Je savais ce qu'elle pouvait apporter, mais il y a des côtés aussi très fatigants dans les petites structures. Du coup, tu pars à Berlin avant de partir chez ILM. Tu te confrontes, tu te dis un peu à cette culture internationale, des gros groupes. Qu'est-ce que tu as peut-être vécu de l'intérieur? Est-ce que tu peux peut-être aller un peu plus dans la description et dans le détail? Ouais, alors à Berlin, c'était pas tant un gros groupe, c'était en fait une société dans laquelle il y avait des capitaux américains. Et en fait, j'étais appelé par un collègue français qui avait lui-même été appelé en urgence pour un peu sauver, c'était un plan pompier d'une prod. Donc une prod qui se passait pas bien, ce qu'on appelle des plans pompiers. C'est-à-dire vraiment, ça va pas bien, faut pas s'attendre à faire forcément des belles images à la sortie ou que le projet soit prestigieux ou quoi. Faut par contre sauver les meubles, voilà. Donc, éteindre le feu. Oui. Ouais, éteindre le feu. Et donc, faut être ultra efficace. Et les Français, j'avoue, c'est là que j'ai découvert, puis ça s'est confirmé par la suite, parce qu'on a l'habitude de faire pas mal avec peu de moyens et avec beaucoup d'exigences artistiques. Ça, on y reviendra peut-être, mais c'est ce qui m'a choqué presque au retour encore plus en France que des États-Unis, c'est qu'on grandit sans s'en rendre compte avec une exigence artistique énorme et pour plein de raisons, mais pas de moyens. Donc en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et puis surtout, on a un état d'esprit où il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux anticiper, réfléchir bien en amont et tout, et on se met la pression là-dessus. Et donc on est ultra productif, ultra efficace. Donc des petites équipes de pompiers français sur des prods comme ça marche très très bien. Et ça m'a redonné, alors que le boulot était quand même, comment dire, pas très sexy en fait. Fallait en gros réparer des rigs alors que l'anime était en cours, pas changer l'anime, mais changer complètement les rigs, mais pas casser ce qui se faisait. C'était un peu sale. Et bien prise de tête parce que. Ouais, c'était prise de tête. Mais ça se faisait, par contre, avec une organisation à l'américaine. Ou à l'allemande, au choix. Ouais, alors c'est-à-dire les deux. En fait, le meilleur des deux. C'est-à-dire l'organisation des infrastructures de la société, la prise en main des gens était faite à l'allemande. C'est-à-dire un rêve.
On arrivait à l'aéroport, un chauffeur nous attendait avec un dossier, des clés, ils avaient trouvé un appart, le plan de la ville, le plan des commerces, leur horaire d'ouverture, les premières cartes de métro. Et puis, en gros, fallait pas qu'on perde de temps à faire tout ça, quoi. Et comment ouvrir un compte. On venait nous chercher à notre bureau, nous proposer 2 plans à la banque, vous choisissez le meilleur, et puis on vous signe tout pour vous. Et voilà, ils nous soulageaient de tout. Un truc que j'aimerais qu'on propose en France aux étrangers, que je pense aucune boîte ne fait vraiment bien, genre les plus grosses. C'est un peu une honte, mais c'est comme ça. Et voilà, donc ça, c'est le côté allemand. Et les Allemands étaient d'ailleurs principalement aux manettes de l'administratif de la boîte. Et pour le reste, pour la prod, c'était des Américains. Et eux, c'était le confort de travail, quoi. Confort de travail. Les weeklies où on montrait à toute la boîte l'avancement du film dans une belle salle avec un petit pot à la fin. Le côté open bar aussi. Puis après, en plus, dans une ville, c'était Berlin il y a 15 ans, qui s'ouvrait, qui commençait à voir un petit peu un retour d'argent, etc., mais qui était une ville d'artistes, pour le coup, ultra culturelle et incroyable, quoi. C'était un rêve. Alors, on dormait pas beaucoup, du coup, parce qu'entre le boulot et le fait de profiter de la ville. Et puis, on était entre plein d'étrangers qui essayions de parler un anglais commun, même les Allemands, hein, qui parlaient d'ailleurs en général mieux que nous. Et tous dans la même galère, mais c'était ultra motivant. Et moi, j'étais à une époque où je commençais à être fatigué un peu justement du côté bricolage en France. Moi qui venais, je pouvais pas ne pas le comparer avec ce qui se passait dans les grosses entreprises. Je me disais quand même, là, ce serait bien qu'il y ait des gens qui aient la culture un peu de l'industrialisation un peu plus et qu'on évite certains trucs. Et à Berlin, ça m'a bizarrement, alors que la prod était vraiment de la réparation, des choses très fastidieuses, ça m'a réconcilié avec le métier, en fait. Je me suis dit, on Et peut un faire peu des choses. conforté, toi, dans ta quête de dire, je peux faire ce que j'aime, c'est-à-dire Ouais. du développement, du setup, du rig, mais peut-être un peu moins en bricolant, quoi. Voilà, ouais. C'est-à-dire quand on a les moyens en face, quand tout le monde le comprend, les patrons les premiers, ben ça se passe mieux quand même. Et voilà, donc on a fait ça. J'y suis allé 2 années de suite d'ailleurs dans cette ville, parce qu'ils ont lancé le film en plusieurs fois. C'est compliqué. Un film qui n'a Et pas un 2 grand fois, ça a intérêt. pris feu et 2 fois, il y a eu besoin de C'est un pompiers. peu, ouais. Non, en fait, on a calmé le feu la première fois. Ça a donné un produit qui était un peu cramé sur les bords, on va dire. On n'a pas sauvé En fait, il fallait réécrire des choses. Là, c'était pas nous. On a vu Non. qu'on pouvait sortir les images. Et ils ont rappelé l'année d'après, mais genre, alors que la première fois, on était peut-être une centaine. La deuxième fois, on était 12, et dont 9 Français, un truc comme ça. Plus Waouh. un IT indien et un autre ukrainien, et puis une animatrice allemande. Et on a ressorti 20 minutes de film en quelques semaines. Parce que tout remarchait, faut avouer. On a rallumé on a rallumé les machines, et ouf, tout remarchait exactement comme avant. Donc je me suis dit, oh, c'est impressionnant quand même. Quand les bonnes personnes sont aux bons endroits, les patrons les premiers, hein, ça se marche bien. Puis ils ont un peu sauvé le film. D'ailleurs, ils ont fait un numéro 2 après. Bon, bref. Et je te coupe, excuse-moi. Pour faire le parallèle de ce qui se passait en France à la même époque, et qui, toi, quelque part te mettait un peu une limite, c'est-à-dire que c'était peut-être un peu trop du bricolage, c'était dû à quoi? Au manque de moyens seulement des productions ou Non, non, je pense. Enfin, alors bon, clairement, ouais, effectivement, dès qu'il y a des capitaux américains, ils font ça pour des marchés américains. Donc, ouais, c'est vrai que quelquefois on rajoute un zéro quand même au budget, hein. Et ça reste des petits films américains, c'est-à-dire qu'on passe de 6 millions d'euros à 60. Ça reste un petit film américain, mais ça change tout. C'est quand même 10 fois plus de moyens pour autant de minutes. Donc bon, il y a un peu ça, mais même sur les gros projets, parce que j'ai eu la chance en France de bosser sur des projets les plus prestigieux du moment, juste avant, qui étaient, on disait, il y avait qu'un film enfin tous les 3 ans, un seul film où il y avait beaucoup de 3D. Et c'était quelquefois pas entièrement 3D, mais c'était le film en 3D du moment. C'était en l'occurrence Immortel ad vitam de Bilal, le dernier film de Bilal, pour mon premier gros projet sur lequel j'ai passé 3 ans quand même. Et puis ensuite chez Attitude Studio, Renaissance. Là pour le coup c'était 100% CGI. Et en fait, là, alors chez Attitude, entre autres, il y avait vraiment, et même il y avait des belles choses, et entre autres, même en dev, hein, il y avait des très belles choses en pipeline, en dev. Donc il y avait un savoir-faire technologique par endroit, et c'était plutôt la culture globale
Euh, j'ai globalement quand même des très bons souvenirs de ces périodes-là, mais la culture globale de la gestion d'équipe, le management, etc. Il y avait clairement, toi, dans toutes les autres boîtes dans lesquelles j'étais passé en tant qu'ingénieur, les managers étaient formés au management, en fait, tout simplement. Ils Ouais, je sortaient comprends. d'HEC, etc. Et c'était pas le cas dans nos métiers. Et ça se sentait, c'est-à-dire que soit tu avais de la chance de tomber sur des bons superviseurs qui savaient former, suivre et qui savaient en plus gérer la pression, etc. Soit c'était pas le cas, il y avait un truc qui flanchait. Et, du coup, c'est les graphistes qui prenaient sur eux. Puis de toute façon, c'était attendu d'eux parce qu'ils étaient des artistes après tout. Puis il faut souffrir pour faire des belles choses. Et donc, il y a ça aussi, il y a un état d'esprit un peu. En plus du fait qu'on avait moins de moyens et beaucoup d'exigences, ce qui facilite pas les choses. Voilà. Donc ça s'était pas encore professionnalisé sur la partie production qui, en réalité, peut pas mal jouer en fait sur le bon déroulement d'un film. Encore plus si t'as pas beaucoup de budget ou Ah ouais. le moindre écart va pouvoir prendre des proportions beaucoup plus je sais pas comment dire, Plus avec douloureux, beaucoup quoi. plus Ouais, ouais. d'impact et douloureuse pour le reste de l'équipe, Ouais, en ouais. termes soit de coûts, mais aussi des coûts humains avec des charrettes et des pompiers Voilà, qui ouais. ont beaucoup plus de Euh, feu que prévu à éteindre. Après, je veux pas. C'est toujours le cas dans plein de boîtes et enfin, je veux pas caricaturer quand même en disant c'était terrible. Et puis d'ailleurs, c'est tout le monde faisait de son mieux en fait. Donc et quand ça s'était assumé, que les gens fassent de leur mieux, ça se passait très bien. Mmh mh. C'est peut-être moi aussi, hein, qu'on avait après plusieurs années, j'avais quand même enchaîné pas mal d'années sans trop de vacances aussi, etc. Donc je pense que j'étais fatigué à plein d'égards. Mais c'était aussi quand même du point de vue des graphistes. Par exemple, c'est seulement sur Attitude, chez Attitude Studio, qu'on a commencé à scripter intensément des choses. Et ça se faisait pas trop avant. D'ailleurs, très peu de gens étaient formés à ça. Par exemple, vous avez un truc qui avait jamais été scripté, que vous avez pu commencer à scripter à cette époque-là? Bah, ne serait-ce que des autorigs. Et du coup, bah, c'est la première fois, donc on le fait pas forcément bien, dans le sens où déjà c'est des débutants. Moi, c'était le cas, hein. J'étais un débutant et je faisais partie de l'équipe lead. Donc avec d'ailleurs mon collègue à l'époque, Olivier Georges, on a appris sur le tas. Donc un peu dans la douleur par moment, avec peut-être des ambitions dans les personnes qui étaient ultra brillantes qui dirigeaient tout ça, des ambitions peut-être énormes qui venaient quelquefois c'était des gens qui venaient des premières euh, sociétés historiques d'animation en France, qui étaient, il y avait à l'époque MacGuff déjà, il y avait eu Ex Machina, il y avait eu Buff, qui a survécu, mais il y en avait plein d'autres, les Media Lab, les Fantômes, etc., qui étaient des sociétés, si vous voulez, qui avaient conçu quelquefois leur propre moteur de rendu. En gros, donc c'était un peu quelquefois dirigé par des ingénieurs qui dirigeaient les graphistes à faire des choses avec des ambitions d'ingénieurs, mais des moyens. Donc il y avait, bon, voilà, beaucoup de raisons pour lesquelles de la douleur pouvait sortir de tout ça. Et puis après, puis les standards n'étaient pas là encore. Enfin voilà, tout ça. Mmh Donc mh. c'était le début aussi d'un métier. C'était passionnant de voir tout ça s'inventer. Et comme on disait, même des métiers qui se sont inventés un nom à ce moment-là, contre le rigging. Et voilà. Et puis, et bon, voilà. En gros, moi, dans mon petit parcours personnel, ce qui m'a réconcilié un petit peu avec ce milieu-là, que j'ai vraiment hésité à quitter, ça a été cette expérience à Berlin, quoi. Et la suite, ILM, ça t'a pas réconcilié? C'était pas la suite, de cette expérience? Ben, c'est-à-dire que voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je pense qu'on a compris que j'avais fait j'avais eu un bon aperçu des défauts et de plein de choses, des défauts potentiels de plein de profils d'entreprise, d'organisation. Et en plus, j'avais une connaissance des habitudes de travail américaines par mon ancien métier, quoi. Mmh mh. Et américaine et française. Donc j'en attendais pas grand-chose. Le fait est qu'en fait j'ai rendu visite à un ami. Enfin, bon, en tant que Français en plus, en gros, je m'habituais. Je m'attendais au pire. J'étais très pessimiste. Mais en En même bon temps, je me disais, français, en bon c'est bien de français, l'assumer. ouais, tout à fait. Ça aussi, j'en avais très très conscience. Mais ça, c'est une des choses d'ailleurs qui est fascinante quand on travaille avec des étrangers, c'est que on se coltine, c'est l'auberge espagnole, quoi. On se coltine. Enfin, tous les clichés sont vrais, quoi. Ils ont une base. Les Allemands sont très organisés, les Italiens sont ultra intenses, les Français sont existentialistes. Voilà, c'est comme ça.
Et c'est très drôle et tout le monde l'apprécie en fait. Il y a du bon à tirer de tout ça. Euh, et donc, ouais, j'avais été visiter un copain qui travaillait chez ILM, Julien Cohen-Bedjo, pour ne pas le citer, que j'avais connu moi chez Durand, qui était développeur. Et voilà, cette occasion, j'aime bien faire ça, d'aller dans tous les pays du monde, et c'est un truc qu'on peut faire dans notre milieu. Faut pas hésiter. J'avais été à Sydney, en Nouvelle-Zélande, etc. Voir des collègues et puis des amis. Et donc découvrir un petit peu leur petit monde et profiter du pays, quoi. Et en gros, la Californie, c'est quand même incroyable comme pays, donc c'est un pays à part entière quasiment, avec des paysages incroyables. Voilà. C'est aussi un des aspects que j'ai découvert aux États-Unis, que j'ai réalisé, c'est vraiment l'impact du géographique sur le mental et sur le culturel, qui est ultra fort. Et donc, en le visitant, alors que vraiment, je venais pas pour ça, il m'a dit non. T'étais encore en tongs et en short. Ouais, ça, mais c'est vraiment ça. Je repartais, je rentrais en France, puis je disais, bon, ouais, je cherchais du taf. Il fait, non, tu devrais postuler, je serais moins seul, voilà. Alors, bon, je vais pas dire qu'il était déprimé, mais quand même, c'est presque ce qu'il m'a dit. Et que voilà, lui, il aurait été très content de faire revenir toute sa bande française chez ILM. Et puis un petit peu par politesse, genre, et puis en me disant, mais enfin, ouais, c'est vrai là j'ai eu une occasion quand même de postuler dans une boîte mythique, et j'avais pas de tâche particulière, pas de famille et tout, je peux le faire maintenant, bon, je vais le faire, et puis si ça se fait pas, Mais ça se tente. Voilà, ça se tente, quoi. Et effectivement, j'ai déposé mon CV, j'ai visité l'entreprise. Alors c'est vrai que c'est une boîte, et j'invite tous les gens, si vous le pouvez, si vous avez des connaissances là-bas, vous faire inviter, parce que d'ailleurs l'entreprise le facilite, faire inviter dans les locaux, c'est un véritable musée. C'est dans un super parc qui, quand il n'y a pas trop de brouillard, ce qui arrive très 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 souvent, San Francisco a une vue incroyable sur la baie de San Francisco, le Golden Gate Bridge et tout ça. Et c'est un musée des grands films qui ont fait le XXe siècle, les films de Spielberg et compagnie, avec des animatroniques accrochés au mur, au plafond, des matte paintings sur verre, des peintures sur verre de tous les grands films, ouais, des années 90. Et c'est magique. Ils ont un restaurant incroyable, sans doute le plus beau de toute la ville, quoi, avec une vue de fou, remplie des ingrédients bio du ranch de George. T'as l'impression de rentrer dans le temple du cinéma, quoi. C'est exactement avec ce ça. musée. Et d'ailleurs, historiquement, c'est San Francisco. Enfin, c'est l'industrie. Cette partie de l'industrie créée par George Lucas, Spielberg et compagnie, c'est effectivement l'épicentre du nouvel Hollywood, quoi, qui a révolutionné le cinéma mondial, qui a remplacé les vieux studios américains, etc. Et on sent bien qu'on rentre là. D'ailleurs, sur place, peut-être vite en besogne, mais on vivait chaque semaine, on vivait des événements dans l'entreprise qui montraient qu'on était dans l'épicentre d'Hollywood, quoi. Et voilà, donc j'ai postulé à ce moment-là. D'ailleurs, je suis rentré en France parce qu'ils m'ont pas répondu tout de suite. Et puis c'est seulement une fois en France qu'ils m'ont rappelé. On a fait des entretiens et puis ça s'est fait. Donc voilà, on me dit pas non et je suis étonné, quoi. Et qu'est-ce que tu as vécu peut-être chez eux? Est-ce que en termes de développement et d'outils, c'était assez similaire à ce que tu faisais, en Europe, à la même époque? Ou ils étaient quand même tu te sentais un petit peu plus en avance et tu t'es confronté à des problématiques que jusqu'à présent tu avais pas traitées? Bah non, c'était l'inverse en fait. Globalement, c'était l'inverse. C'est-à-dire OK. que sur pas mal de sujets qui me concernaient, moi, en rig. Alors bon, je vais parler avec plein d'astérisques parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que d'abord j'ai dû signer une NDA qui dit que je dois pas parler trop de ce qui se passait là-bas. Mais bon, c'était il y a plus de 10 ans. Et c'est assez connu tout de même, c'est-à-dire que, et c'est assez inévitable en fait. C'est une société qui, comme toutes celles qu'on a en France, qui étaient là dès le début, elle est la somme de layers, on va dire de couches, presque un nombre infini de sédiments de toute l'expérience qu'elle a acquise. Donc elle souffre inévitablement de ce qu'on appelle legacy là-bas, d'un historique très 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 lourd de méthodes, quoi, qui sont accumulées, qui se parasitent. Donc sur certains sujets, parce que c'est pas leur sujet, ils avaient beaucoup de développeurs, bien sûr. Je crois que le département de développement de R&D, c'est le seul département qui avait sans cesse grandi lors de son histoire. Donc ils étaient plus d'une centaine à l'époque. Juste chez Lucasfilm, juste chez ILM, parce que Lucasfilm c'est un groupe qui a plein d'autres départements, plein d'autres industries.
Et donc, ils avaient des technos incroyables, entre autres, mais surtout en effets spéciaux et rendus. Ok. Pour tout ce qui est créature, ils avaient une approche qui était celle de la haute couture, j'ai envie de dire, qui était d'embaucher des gens qui avaient de l'expérience. Moi, j'avais quelques années d'expérience, j'avais fait plusieurs longs métrages. Comme en haute couture, on embauche des couturières qui savent y faire, mais on leur donne pas de machine, surtout pas. On leur donne du fil d'or et des perles ultra rares et elles cousent à la main. Et en fait, ils font beaucoup ça et ça donne parce qu'en fait leur boulot, c'est de faire des images que personne d'autre a fait. Et donc forcément, tu as les meilleures machines du monde, mais tu n'as pas forcément les meilleurs softs ou un pipeline tout-terrain. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, alors, disons que le pipeline, comme je dis souvent, c'est des chaînes de production et la force d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible en fait. Et même s'ils avaient des maillons ultra impressionnants, entre autres vraiment en VFX, il y avait des choses de dingue. Quand j'étais arrivé, entre autres, un Français en interne venait de développer un nouveau soft de fluide. Ils avaient comme dans leur bureau, ils sont pas loin de Stanford, l'université mythique de Palo Alto, qui est à côté, en sciences entre autres, une fac de sciences incroyable. Ils avaient quand même des bureaux de physiciens dans leurs locaux à eux pour les aider à faire des softs. Donc ils avaient des cerveaux incroyables et des développeurs de dingue. Ils venaient d'embaucher, je crois, à l'époque, des développeurs dans Maya de tout ce qui était joint, IK, rigging, quoi. C'est un développeur dans Maya. Donc il arrivait, il se mettait de plus en plus à Maya. Et avant ça, en fait, ils étaient beaucoup sur leur soft interne. Et il y a ça aussi, c'est que il commençait depuis quelques années à intégrer Maya, c'est-à-dire qu'un soft qui est fait par d'autres, un soft du marché, sur lequel il était plus facile d'embaucher les gens, de former les gens, parce que les gens étaient déjà formés, en fait. Par contre, ça faisait des pipelines souvent hybrides. Alors, tous les films n'étaient pas faits pareil. Voilà. Mais les films sur lesquels j'ai été, il y avait ce pipeline hybride Maya Zino, qui est leur soft multitâche, en fait VFX interne. Et la jonction entre les deux n'était pas parfaite. Et donc là, il y avait des maillons faibles. Ouais. Donc il y avait plein de choses qu'on avait développées qui marchaient très bien dans Maya, sur des pipelines full Maya, on va dire, en Europe, même dans les petits pays. Et encore une fois, parce qu'en France, on a l'habitude de faire avec peu de moyens, on utilisait le soft, on le pressait jusqu'à la moelle, quoi. Le moindre paramètre dans les joints, justement, qui permettait de faire un petit truc qu'on n'avait pas redéveloppé, si on le trouvait dans Maya, on l'utilisait en France. Là-bas, en fait, on pouvait pas forcément, parce que ça pouvait pas être transmis de toute façon à Zino. Donc, beaucoup de choses qu'on cousait à la main. Il y avait des perles qu'on cousait à la main, quoi. Et quelquefois, entre ce qu'ils assez inévitablement, en fait, ce qu'ils pouvaient développer dans leur labo et montrer aussi graphes, qui étaient des technos incroyables, et ce qui se passait vraiment en prod, il y avait un gros écart. Assez frustrant. Et il m'est arrivé de devoir m'asseoir sur des technos que j'avais eu 10 ans avant en France. Waouh. Ça paraît hallucinant, ouais. Et quand on s'en ouvrait aux gens qui étaient responsables du pipe, ils disaient ouais, moi-même, quand je suis arrivé il y a 2-3 ans, j'ai fait la demande. Maintenant, voyons voir où on est cette demande-là, de ton truc, qui effectivement est ultra courant partout, enfin, pas partout d'ailleurs, mais ailleurs. Ah ouais, c'est dans la pile des tickets, c'est à la place 500, parce qu'en fait, on regardait ce qu'il y avait au-dessus, mais c'était des trucs de VFX. Mais c'est pas grave, vous allez faire à la main. Ok, on va faire à la main. Et c'était d'ailleurs presque mieux fait à la main, parce que c'était fait c'est aussi l'approche que j'ai découverte là-bas, c'est que c'était fait au plan par plan. C'était fait du coup, le fait quelquefois de ne pas pouvoir, mais en tout cas quelquefois de s'empêcher d'industrialiser, d'automatiser des choses, c'est que tu es obligé de réfléchir dans chaque plan à comment tu le feras. C'est peut-être un peu différemment du plan d'avant, etc. Et il responsabilisait, alors ça c'est le très très bon côté, ce que j'ai apprécié, en fait ce que j'ai apprécié le plus, justement, c'est le management. Là, ça, c'est un truc que j'avais jamais vu ailleurs. C'est-à-dire qu'une boîte qui a autant de moyens, ils mettaient des centaines de graphistes sur les plans d'un seul film, sachant que d'autres entreprises étaient dessus, avec aussi des centaines de graphistes, sachant que c'est souvent des hybrides live CGI, sur lesquels il y a aussi des centaines, voire des milliers de professionnels pour le tournage. Donc c'est des génériques effectivement sans fin, mais du coup ils ont une science du management où ils responsabilisent les gens. Et puis il y a la culture du travail américaine qui est celle du il vaut mieux réparer que préparer, comme disait. Ouais, qui était totalement contradictoire à ce que tu avais vécu en France. Très choquante pour un Français. Tu m'étonnes. Que des rires. C'était même, je crois,
le leitmotiv de Ed Catmull, le patron de Pixar à l'époque. It's better to repair than prepare. Donc, Parce que, attends, j'aimerais bien m'arrêter dessus. Parce qu'ils considèrent qu'ils allaient gagner en fait du temps en se disant qu'ils allaient peut-être le faire un peu au feeling et se lancer et sur un malentendu ça passerait sans casse et au pire il y aurait un peu de retour et de bidouillage à faire mais ça prendrait toujours moins de temps que essayer de préparer pendant des jours voire des mois pour des trucs qui seront peut-être jamais utilisés. alors, il y a un peu de ça. C'est effectivement le fait de gâcher, de préparer trop, mais c'est pas pour gagner du temps. Là où D'accord. tu te trompes, c'est que c'est parce que Ok. clairement, ils sont sur des budgets incroyables. C'est pour au contraire faire ce qu'il va falloir faire. Peu importe, quoi qu'il en coûte. Quoi. C'est un peu ça. Mais pour être sûr de faire ce qu'il faut faire, faut peut-être essayer plein de trucs. Ouais. Parce qu'en plus, faut se rendre compte qu'on est dans une industrie créative, quoi. Donc, faut Faut pas tester, très faut. grave. Hein. C'est pas Ouais. comme si tu fabriques un pont où là, faut faire ce qu'il faut faire. Mais si tu veux, tu fais des simulations d'abord, tu poses des équations, etc. Et donc, tu fais pas un pont, puis t'attends qu'il s'écroule, puis on va le faire différemment, puis t'attends qu'il y ait quelques morts, non, on va le faire différemment. Non, sur un film, tu peux faire ça, en fait. Tu fais des projections tests, tu designes pas complètement, c'est ce qui se passe dans certaines sociétés de fabrication françaises à budget américain, à finance américaine, à Paris, que je ne citerai pas, mais je sais que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les Américains viennent avec cette approche alors, ce que j'entendais mais toutes les semaines, de trial and error, d'essai-erreur. C'est l'approche qu'ils apprennent à l'école, quoi. Tu fais, tu te trompes et tu corriges, et tu te trompes et tu corriges, et tu corriges, et c'est chaque fois mieux. Donc c'est des itérations sans fin, et on comprend bien que ça demande en fait des ressources. Voilà. Et on comprend bien aussi que ça peut être un peu fatigant, un peu frustrant. D'arriver Surtout à la quand tu as 150e vu. version. Ben, c'est ça, quoi. Déjà, à un moment, même si, voilà, si ça te passionne, au bout de dizaines de versions, tu n'en peux plus, de faire un truc définitif, parce qu'il faut faire le produit définitif à chaque fois. Et puis, il y a l'approche, il y a, je pense, quelque chose qui est dû au fait que c'est une société qui vient du film live et que les effets spéciaux sont passés au numérique à un moment, mais en fait, c'est une boîte d'abord qui était une boîte de construction, de maquillage, d'animatronique, etc. C'est devenu digital. Il y a un passage vraiment typique autour de Jurassic Park. Mais dans le fond, ils avaient cette approche de faire des images live et des rushs, et puis le réalisateur choisit dans ses rushs. Et donc, il continue de faire pareil enfin, il continuait, mais tu vois, des intervenantes comme Margot souligne que maintenant, on peut maqueter, finalement tester sans trop de casse, faire des pré-rushs, quoi, en prévise. Parce qu'ils ont enfin compris qu'effectivement, le numérique pouvait être pratique pour faire ça. Mais ça a pris du temps. Ils avaient vraiment cette approche de faire 3 fois le film, et puis ça fait des rushs. Moi, quand je suis arrivé dans la boîte, je pense pas griller un secret, on m'a mis sur un film sur lequel j'étais pas prévu au départ. J'aurais dû faire, je crois, du Iron Man. Puis au bout de quelques jours, on me fait on a besoin de gens sur Transformers 2. Et je vois dans les dailies, ces fameuses réunions dans lesquelles on voit les plans en cours, où d'un point de vue comment dire, management, on croisait les équipes et on voit que les uns qu'on travaille sur ZFX et les autres sur les créatures dev qui travaillent sur, on va dire, les CFX, etc., se croisent leurs regards et du coup s'échangent des choses. Et puis, donc c'est vraiment chaque plan devient un travail d'équipe. Je voyais des plans que j'avais déjà vus en France quelques semaines avant dans le trailer du film. Il y avait déjà un trailer sorti. On finissait Ok, le je film. comprends. Voilà. Et un plan incroyable avec un porte-avions qui explosait, qui s'éventrait. Enfin bon, un truc à la Michael Bay, quoi. Et je vois qu'il est encore en cours. Chaque semaine, je renvoie une nouvelle version, alors qu'il est déjà dans le trailer au cinéma. Parce qu'il l'améliorait sans cesse. En fait, voilà, try and error. Et donc, le plan final, et ça durait, je crois, 6 ou 7 mois. Ce plan-là, je l'ai vu pendant des mois et des mois. Alors, il ne bossait pas peut-être à temps plein dessus, mais régulièrement, il y avait une petite itération, parce qu'un truc qui se passait dans une autre partie du film donnait une idée pour ce plan-là, et vice-versa. C'est fou, quoi. Donc, il faut quand même des gros moyens derrière. Donc, on comprend aussi pour refaire ça. Enfin, nous, ça choque des Français. C'est-à-dire, le plan, je pense qu'il a le budget d'un long métrage français.
Non, non, Voilà. puis aussi une bonne endurance pour accepter, Ouais, de travailler sur un seul plan, pendant, 1 an, même si tu es pas un an à temps plein, mais te le rebouffer alors que tu as l'impression de l'avoir retourné dans tous les sens. c'est exactement ça. Alors, il s'améliorait, hein, il s'y passait des accidents, des plans fixes comme ça. C'est comme une ville qui explose. Tout à coup, tu recrées une petite scénette là avec une petite famille. Bref, donc ça devenait presque un ensemble de courts-métrages, quoi. Mmh mh. Mais ouais, ça a un peu fatigué. Donc c'est un truc, les Américains disaient, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, que ce genre de boîte, ça mange l'âme. C'est que ça tue un peu la flamme, quoi. Un peu. C'est des trucs énormes. On est un petit numéro, voilà. Et il y a un autre aspect qui est heureusement compensé dans la culture de travail américaine, mais qui est le fait qu'on est vraiment à merci, beaucoup plus qu'en France, c'est presque en revenant. Il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte en revenant en France, hein, des bons aspects de la France. C'est que c'est l'aspect social, en fait, qui est ultra violent. Pour un Français, c'est ultra violent. Le fait d'être viré, oui, on a tous vu dans les films, un patron de bar La qui boîte dit, de carton, ouais, qui t'a le truc des cartons, mais et même on a vu je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes que j'avais vues dans 1000 fois dans les films. J'avais pensé que c'était métaphorique, les films américains. C'est le fameux patron qui dit t'es viré. Eh ben, ça suffit pour virer quelqu'un. Ça suffit. La personne est virée à cette seconde-là. Et ou alors la personne qui bosse dans un café, qui enlève son tablier, qui le jette, et dit «Je je me casse!» démissionne. Ça suffit pour partir aussi. Il suffit de le dire et c'est fait. Ça rend le contrat et de toute façon on est payé à la semaine. À ce moment-là, il suffit juste de valider le truc, on donne son badge à la DRH et de récupérer son chèque de la semaine. Et ça suffit. C'est ce qu'on appelle des contrats at will. At will, Et en traduction littérale, c'est-à-dire quoi? oui, à volonté en fait. OK. Mais selon la volonté des uns et des autres. C'est un contrat, c'est deux parties. En fait, il n'y a pas de contrat d'ailleurs de travail. Alors peut-être que des juristes me diront n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'on signe des offer letters en fait, des lettres d'emploi qui font une demi-page. Le contrat typique, l'équivalent d'un contrat américain, c'est qu'en amont, il y a eu une négociation de plein de sujets, entre autres ton niveau d'expérience, le poste sur lequel tu seras, et donc ça donne un salaire, parce qu'il y a des grilles, surtout les entreprises où il y a les industries, où il y a des syndicats, il y a des grilles, c'est négocié. Et du coup, on te dit juste, bah, tu commences à tel jour, limite à telle heure, pour tel poste, à tel prix, et c'est at will. Et ça prend 4 lignes, quoi. Et tu signes, et voilà. Ça, c'est le contrat. Après, dans mon contrat, il y avait, contrat global, le package global, il y avait 30 pages sur tout ce qui était harcèlement, dans tous les sens, ce qui est très bien, mais enfin, la disproportion entre les deux, c'est juste hallucinant. Et puis, il y avait quelques pages quand même, pour les étrangers, pour dire, vous avez bien compris ce que ça veut dire at will. On vous explique. Là, tu avais plusieurs pages pour dire, on peut vous virer quand on veut, en quelques secondes, littéralement. Avec ou sans raison, il précise. Donc avec raison, c'est pas très bon, ça veut dire que tu as un procès en plus. Ah ouais. Oui, à l'américaine, ils peuvent aller très Ah loin oui, et te le clair, faire là, payer. ouais. Et donc moi j'ai eu affaire à des avocats américains, heureusement du bon côté, sans le savoir, après mon retour. C'était lié à mon retour d'ailleurs, au fait que je voulais rester un peu plus et puis euh, sur place à ce moment-là. Du coup, j'enchaîne sur la fin de ces jours-là, mais il y a eu un moment, c'était une période aux États-Unis ou en Californie surtout, où il y avait le plus gros des entreprises d'effets spéciaux qui était très sinistré. D'abord, c'était la crise des subprimes explosait et on voyait littéralement dans les rues des commerces fermés chaque jour. Ah ouais. Donc c'est vraiment, puis quand ils ferment, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Ils barricadent avec des planches en bois, enfin c'est le Far West qui revient. Et et dans les boîtes d'effets spéciaux, c'était un peu pareil. Il y avait des boîtes incroyables qui venaient de signer des gros films avec Disney, c'était 500. Puis en une semaine, ils viraient les gens. Et ils ont pris une semaine parce que physiquement, c'est dur d'en faire plus de 100 par jour, quoi. Euh, et donc c'était très violent. Et à ce moment-là, nous, on devait être enchaînés. Alors, je travaillais sur Rango et on devait le boulot de rigueur n'existe pas en tant que tel vraiment dans ces boîtes-là. Ils appellent ça des creature developers. Et en fait, on est en charge de tout ce qui bouge dans un personnage. Il y a beaucoup de choses en Il fait l'occurrence. beaucoup de choses tant que l'animateur ne le prend pas en compte, quoi. Donc ça peut être sur des Transformers, par exemple. En gros, il y a 8 niveaux de résolution, disons, et l'animateur va pousser le curseur jusqu'au 3e. Et puis après, c'est des milliers d'objets qui s'affichent. Il fait, oh là là, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas vraiment de rig mécanique, etc. Parce que, encore une fois, ils veulent pas surriguer. Ils veulent faire aux besoins du plan.
Donc, selon que le plan il est proche, rapide, loin, etc., on va riguer à volonté. Donc, c'est vraiment cette approche-là. Et donc, c'est aux créatures dev de récupérer le truc, de rajouter des simulations, des suranimes, des trucs comme ça. Et pareil pour les personnages qui ont du poil, ce qu'on appelle du CFX, du character FX, du poil, du cloth, etc. C'est aux rigueurs d'avoir préparé la base pour l'animateur et la suite, le vêtement, le poil, etc. et de faire les simulations après coup. Donc on est en charge vraiment, on est responsable de tous les plans sur lesquels apparaissent nos persos. Et donc on suit ce que font les animateurs et c'est des dialogues permanents. Ah, t'as voulu animer quoi? D'accord. Parce que là, je suis obligé de contre-animer. Ah bah non, parce que ça c'est important. Ok, d'accord. Et c'est passionnant. Mais du coup, c'est un échange perpétuel entre les deux et vraiment une collaboration en binôme ou un peu plus? C'est plus parce que c'est vraiment tout le plan. C'est donc les gens du VFX, les compositeurs, les lighters. Attends, pardon, du coup, ma question n'était pas très claire. Est-ce que tu as un animateur qui est rattaché à un développeur ou en réalité, c'est plutôt des pôles et des équipes qui se parlent et tu es beaucoup Non, moins en il y a binôme? des équipes par plan. Donc en fait, selon les plans, c'est pas les mêmes équipes, tout simplement. Parce qu'il y a des animateurs très forts, je sais pas, en body mechanics ou d'autres en acting. Et puis donc c'est eux qu'on va mettre sur les plans où c'est nécessaire. Mais le même personnage peut être utilisé dans les deux. Ouais. Et par contre, les créatures dev, ils ont développé cette créature. Donc eux, ils sont attachés à la créature, en fait. Et donc, plan par plan, on change d'équipe. Et on suit, et ils ont tout un workflow dans lequel on suit. Alors, c'était le cas à l'époque, hein, je sais pas si c'est toujours le cas, hein, tout ça, mais j'ai trouvé ça génial. Et je pense que c'est un peu inévitable. On suit, ça, j'ai vu ça dans plein d'autres boîtes, même en France. On travaille sur Linux et on a plein d'alias, comme on dit, c'est des petits raccourcis dans lesquels on peut suivre, on définit un contexte de travail qui est souvent un plan, et on peut suivre toutes les étapes. Donc on peut voir, il y a vraiment en quelques lettres, on peut lancer la dernière version de VFX, de machin, de trucs, et c'est vraiment à notre charge de nous. Enfin, en plus, on est vraiment intéressé à ça quand on a fait une énième version définitive d'un plan. On veut voir qu'il n'est pas gâché en fait par la personne qui suit, quoi. Donc souvent, moi, chez nous, c'était VFX, quoi. Et après, compositing, etc. Et les dailies servent à ça aussi, ou les weeklies, au niveau de la séquence, servent aussi à ça. Et du coup, il y a des managers par séquence et des managers par métier qui se croisent, qui sont responsables on va dire, de capitaliser les bonnes pratiques. Machin a eu tel problème, et ça sert aussi à ça, les réunions, les dailies et weeklies, ça sert à parler des problématiques qu'on a rencontrées, parce que peut-être que quelqu'un dans la salle a et à trouvé pas une isoler solution. l'équipe de travail. Ouais. Et de la même manière, des gens responsables de tous les outils, ils envoient. Je me rappelle moi d'un moment où j'ai répondu, j'avais un outil sous le coude qui permettait de nettoyer des trucs, et quelqu'un était en train de capitaliser tous les outils qui nettoyaient des choses. Et c'est un outil qui a beaucoup servi, j'étais très content, et du coup ils responsabilisent et ils sont ultra positifs, quoi. C'est une communication dans laquelle même les gens ultra débordés, entre autres les chefs d'équipe, là, ils étaient, je sais pas comment ils faisaient, ils avaient en plus une pression, c'est des films très 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 chers, pression de fou, et ils sont toujours disponibles, toujours souriants. Ça fait partie du bon côté de l'approche qui peut paraître superficielle dans le reste de la vie, surtout pour un Français. Mais ça, j'ai découvert les fondements un petit peu, enfin j'ai réalisé, les fondements un peu d'approche presque culturelle. Mais c'est super pratique en entreprise. Ça met de l'huile partout. Après, dès qu'on gratte un peu, on se rend compte que les gens peuvent être quand même frustrés et amers, etc. Mais c'est inévitable. Cela dit, ouais. Tu t'es revenu quand même en France après cette expérience, t'es pas resté indéfiniment Ouais. à ILM. T'as envie de quoi après ce passage-là quand tu reviens en France? T'as toujours envie de faire du développement? T'as quand même d'autres idées un peu en tête? T'as envie de faire une pause? Non, j'ai envie de continuer de voyager en fait à ce moment-là. En D'accord. fait, j'essaye de rester aux États-Unis. D'abord, je m'y fais plein d'amis. Le boulot lui-même est un peu le boulot en soi, comme on dit, ça mange un peu l'âme. Il est un peu comment dire, voilà. Prenant. Non, mais un peu fastidieux et presque un peu ennuyeux. En fait, c'est vraiment c'est là où j'ai vraiment appris le moins du boulot même, vraiment OK. de chaque clic de souris. Par contre, c'est là où j'ai appris le plus culturellement, entre autres côté managérial. C'est aussi des sociétés dans lesquelles, là, quand je parlais d'épicentre de Nouvelle Hollywood, dans lesquelles il y avait
tous les mardis, par exemple, ou peut-être le lundi soir, il y avait beaucoup de projections. Et c'est une des plus belles salles, en interne, une des plus belles salles de cinéma de la ville. Et peut-être du pays, en fait, du continent. Sachant qu'il y a beaucoup moins de salles de cinéma qu'en France. C'est là qu'on se rend compte quand on revient à Paris qu'on vit dans une cinémathèque, quoi, qu'on a accès à tous les cinémas du monde. Tu vas dans un gros cinéma, un UGC, etc. Il y a des films iraniens, allemands, etc. toute l'année. Il y a bien sûr plein de blockbusters américains et des films français, mais il n'y a pas ça du tout, même dans les villes dites culturelles américaines. Si tu veux voir un film français, il faut attendre la semaine française qui aura lieu dans un petit cinéma d'art et essai un peu pourri, dans lequel de toute façon les 2 salles seront remplies de Français, la communauté. Et quelquefois, il y aura 2 Américains choqués à la fin, l'arrivée du générique, qu'il n'y a pas eu de dénouement, d'happy end. J'ai vu ça quelquefois, des gens vraiment prostrés, genre mais c'est pas possible. Ça se finit comme ça. Oui, ça se finit comme ça. Je me rappelle d'un Chabrol, enfin bref. C'est assez drôle. Et tes amis américains qui font non, mais tu sais, j'en avais déjà vu des films comme ça. Hein. Mais ça, des films comme ça, c'est juste un film. Non, mais si, je suis. Et tu les sens, voilà, une petite goutte sur le front, qui n'ont pas compris ce qui s'était passé. Mais bref, et donc cela dit, donc on goûte le fait d'être dans une entreprise qui est elle-même un cinéma d'art essai, dans lequel passent tous les soirs, enfin toutes les semaines, des films qui sont en compétition à l'Académie, c'est-à-dire aux Oscars. En fait, l'Académie, c'est l'asso qui gère entre autres les Oscars. Et en fait, bien sûr, il y a carrément une rangée dans ce magnifique cinéma dans lequel toutes les boissons sont interdites, etc. Il y a une rangée réservée aux gens de l'académie, dont tu découvres que tes collègues, les fondateurs, voilà, tous les chefs d'équipe font partie de l'académie. Et quelquefois, on a vu George Lucas voir le dernier film Coppola, etc. Et le lendemain, à midi, on invite sur scène, dans la même salle, le réalisateur. Ça a pu être Tarantino. Ça a pu être ou le chorégraphe ou l'auteur du film qu'on a vu la veille, et il est interviewé par des gens du métier, et c'est passionnant, et tout ça c'est gratos, et bien sûr n'importe qui peut s'inviter. Je pouvais inviter des amis même en ville à participer au truc. Et puis quand c'est pas ça, c'est que le soir ou à midi, tu participes à des cours gratuits donnés par les sculpteurs d'ILM, les gens qui font les script doctors, ceux qui canalisent les scénarios, etc., qui donnent des cours gratuits de ce qu'ils savent faire. Et ça fait partie là pour le coup, chez Lucasfilm, je sais, de l'ADN de la boîte. Il veut que les gens se forment, s'auto-forment, etc. Sachant qu'ils peuvent partir dès le lendemain. Donc, même si leur contrat il est prévu sur 6 mois, ils peuvent partir très vite. Donc on en profite à fond. Et ces à côté-là sont juste incroyables, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc pour ça, et parce que j'avais vécu à Berlin un truc un peu pareil, j'ai envie de continuer de bouger, d'aller dans d'autres pays. Et en fait, ce que j'anticipe, alors d'une part, j'essaie de rester un peu aux États-Unis. Et en fait, je trouve pas sur le moment, entre le moment où on me dit, parce qu'ils sont gentils avec les étrangers quand même, ils ne prennent pas ton badge, ils te disent maintenant votre visa est invalide, bonne chance. Ils te préviennent quelques semaines avant. Mais ils sont pas obligés de le faire, mais chez eux ils l'ont fait. Et pendant cette période-là où j'étais encore chez ILM, j'essayais de trouver du boulot dans les boîtes où j'avais été 1000 fois voir les amis et tout. Je savais que des chefs d'équipe m'accueillaient volontiers, et genre chez Pixar à l'époque. Et parce qu'ils sont en plus du bon côté de la baie, ils sont là où il y a du soleil, parce que j'avoue, j'ai un peu marre du brouillard permanent à San Francisco. Et puis ça le fait pas, voilà, je trouve pas, et donc je rentre, parce qu'on me précise bien qu'il va pas falloir tout rester. Il y a aussi un truc que je découvre là-bas, c'est la pression de la police, quoi. Les gens ont peur, quoi. Dès qu'on croise la police, on a peur. Et encore, moi, je suis blanc, je suis un homme blanc, mais même ça, j'ai vu des choses, et c'est très intense. T'as pas intérêt d'être dans l'illégalité sans papier. Ah ouais, mais même, t'as pas besoin d'être. D'accord. Ouais, ça peut tourner très vite, très mal. Ouais, c'est tout ce qui se passe encore maintenant. Là, déjà à l'époque, juste la semaine avant où je parte, j'avais vu une vidéo dans le métro, parce que j'avais recherché San Francisco, où habiter. Voilà, il parlait en gros du RER de la ville, qui est un tout petit truc, à 4 stations, mais et j'avais vu un type se faire tuer par un policier qui voulait le taser parce qu'il lui avait posé une question. Et il s'est trompé. Il a pris son pistolet au lieu de son taser. Voilà. Alors que le type était menotté, allongé par terre, le mec avait un genou dessus. Et ça a pas fait la une des États-Unis. Hein, c'était un truc banal, assez normal.
Ouais. J'étais là, mais où je vais? J'y vais la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Donc, ouais, ça peut durer, et puis voilà. Mais cela dit, je voulais quand même un peu rester. Et en fait, donc, je trouve pas, et je rentre en France, et un plan se précise pour partir dans un autre pays. Et en fait, le temps qu'il se fasse, on me propose aussi quelque chose d'autre. En l'occurrence, c'était un pilote pour Guillaume Evernel, avec qui j'avais déjà travaillé sur quelques années avant Chasseur de Dragons. Donc c'est le réalisateur, le co-réalisateur de Chasseur de Dragons. Là, il me reproposait de participer avec une petite dream team parisienne à un autre pilote pour un autre film, qui était à l'époque Soulman, un film un peu qu'ils appelaient ça cyberpunk, donc avec des images ultra brillantes à la Guillaume. Et puis bon voilà, c'était une équipe, c'était irrefusable à nouveau. Puis finalement, je me suis réinstallé à Paris, puis j'y suis resté. Et j'ai découvert, des avocats américains m'ont contacté pour me signifier que je faisais partie d'une class action à l'insu de mon plein gré. Qu'est-ce que c'est? Et ça peut être intéressant que j'en parle parce que c'est passé un peu inaperçu, mais ça existe, ça a existé. Une class action, c'est une action, un recours en justice au nom d'un groupe de personnes qui se disent victimes d'une injustice. Et donc ça existe depuis. Je crois qu'on peut faire la même chose quasiment en France, mais depuis peu de temps. Par exemple, toutes les victimes d'une pollution à tel truc, de telle industrie, vont monter un dossier commun, quoi. Et c'est au nom de ce dossier-là, elles vont être indemnisées. Et donc, aux États-Unis, ça existe depuis très longtemps. Et même les gens qui ne se savent pas victimes, s'ils sont listés, il y a des critères, à un moment, qui sont décidés, s'ils sont listés. Et la class action, en l'occurrence, était due au fait qu'il y avait, semblerait-il, alors je vais parler avec des guillemets parce que la demande a été faite sur le fait qu'il y avait semble-t-il, des ententes inter-entreprises ententes anti-raid, anti-concurrence, mais anti-concurrence par rapport aux employés. C'est-à-dire que les entreprises se seraient arrangées pour ne pas débaucher les personnes. Voilà, ne pas leur offrir un salaire. Et les entreprises en question, c'était DreamWorks, Pixar, ILM, tout Disney, Blue Sky Studio, Sony, etc. Si je ne m'abuse. Et voilà, donc je faisais partie de ce truc-là parce que, et typiquement, ça aurait pu expliquer pourquoi. Alors c'est peut-être juste parce que les gens voulaient pas de moi, hein, mais pourquoi j'ai pas eu de réponse du tout, même. Ce qui était super bizarre parce que je connaissais plein de gens, ils me disaient bah non, on n'a pas eu ton dossier et tout. De chez Pixar à l'époque, parce que j'étais encore en job chez ILM. Il aurait fallu peut-être que je démissionne, enfin que je quitte ILM. Après, bon, je ne sais pas, peut-être pas. T'auras jamais la réponse. Ouais, j'aurais jamais la réponse. Mais cela dit, donc j'ai été retrouvé par et en fait ça a duré des années. J'ai reçu un petit chèque au bout d'un moment parce que j'étais listé parmi les milliers de personnes, sachant que ça a donné lieu quand même à des perquisitions des emails de Steve Jobs, Jeffrey Katzenberg qui était le patron de DreamWorks et le représentant d'Hollywood chez Obama à l'époque, c'était le représentant. Et George Lucas qui est passé devant le tribunal, qui a témoigné, etc. C'était un truc énorme. Voilà. Après, ça donne ce que les Américains, en fait, la justice américaine fait beaucoup ça, c'est des settlements, des accords en fait, dans lesquels les parties, donc elles sont pas vraiment condamnées, mais quelque part elles admettent qu'il y a peut-être quelque chose parce qu'elles s'engagent à payer les victimes. Soi-disant victimes. C'est pour ça que je parle avec des guillemets, parce que je sais pas En si... fait, t'as pas vraiment de jugement. Tout d'un coup, tu te mets d'accord sur une fin en disant bah on n'a peut-être pas été blanc comme neige, mais ok, du coup un chèque, Donc mais les ça gens ont s'arrête souffert, là. on dirait que les gens ont souffert, donc on fait un truc pas grave. Alors ils ont fait plusieurs settlements, voilà. Moi j'étais dans le cadre d'un autre. Après, on m'offrait bien sûr la possibilité de refuser le settlement et de faire mon propre procès moi-même tout seul. Ce qui m'intéressait pas du tout. Mais bon, c'est aussi ça l'Amérique, quoi. Voilà. Et donc, voilà, je me suis installé en France et puis j'ai enchaîné effectivement du rigging, un peu de pipe dev jusqu'à l'entreprise dans laquelle j'ai passé le plus de temps a été Studio Sans Animation. J'ai passé presque 10 ans, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et Studio Sans Animation, tu faisais encore du rig et du développement? Alors assez peu de rig. Je suis arrivé un peu. Studio 100 à l'époque était une boîte fondée par des gens qui venaient plutôt de la 2D. Studio 100 Animation, hein, parce que Studio 100 c'est un groupe belge flamands même qui vivent beaucoup des parcs d'attraction, etc. Et ils avaient donc fondé une succursale sur l'animation. Ils découvraient l'animation presque en fondant cette entreprise à Paris, entre autres pour lancer un peu une marque à travers de l'animation, les marques de Maya, Heidi. En profiter. On a appris très tard que
beaucoup plus tard qu'ils envisageaient d'ouvrir la boîte juste 2 ans, temps de faire une série ou deux, quoi. Puis après, en gros, après de lancer le merchandising, réellement, ils vivent beaucoup mieux enfin, leurs revenus sont beaucoup plus dus au parc d'attractions, merchandising et aux chaînes de télé qu'ils ont et tout. C'est une sorte de petit empire. Mais bref, mais bon, cela dit, ça a quand même bien marché. Les gens de Studio 100 à l'époque, venant de la 2D, découvrant la 3D, ont mis du temps, mais ont embauché un peu sur le tard des seniors, en fait. Ils ont commencé par des juniors. Ils ont dit, oh, on va juste passer en 3D des choses. Ça suffit pas. Bon, on va prendre, qu'est-ce qui manque? Les juniors me disent qu'il manque tel poste. Ok, on va prendre tel poste. Et je suis arrivé un peu dans ce cadre-là, dans lequel, encore, c'était un peu un plan pompier, qui faisait un peu peur au départ. Je leur ai dit, mais moi, je vais juste faire un audit, si vous voulez bien. Je repars après. Non. On laisse la porte ouverte, hein. Non, mettez une cale, là, laissez la porte ouverte. Et puis, en fait, effectivement, il y avait du boulot, mais l'ambiance était super. Les gens jusqu'au Big Boss, qui était Catel France, en l'occurrence, la patronne. Là, pour le coup, je commençais à me rendre compte à l'époque, mais je l'avais vécu en tant que consultant, ingénieur, en analyse, en gestion de projet, analyse fonctionnelle. J'avais vu que, clairement, les qualités des patrons dégoulinaient sur tout le reste de l'entreprise. En gros. Et les défauts aussi. Et là, il y avait quand même une ouverture, une bienveillance, qui ont fait que j'ai décidé de rester. Puis je suis pas le seul. Puis l'entreprise a bien vécu pendant 10 ans, jusqu'à ce que le groupe décide que c'est bon, on avait dit 2 ans, ça fait 10. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et puis on va focaliser sur les parcs d'attractions. Et puis le Covid est arrivé derrière. Ils ont fait oups. Oups, on aurait peut-être dû garder notre petite boîte qui marchait bien là en France. Même pendant le Covid, ils auraient pu continuer à bosser. Ben voilà, alors du coup, c'est ce qu'on a fait, parce qu'en fait, ça se terminait pas mal. Alors après, c'est pas aussi simple quand même la fermeture, mais ça ne concerne, enfin, c'est un plus gros dossier. Mais c'est vrai que l'équipe avec laquelle on travaillait, donc du coup, pendant presque 10 ans, sur la fin Studio sans animation, on a fabriqué de la série. Alors moi, je redescendais un peu en gamme, en prestige sur les films, mais comme tu l'auras peut-être compris, ça n'a jamais été ça qui m'intéressait. Encore une fois, les films les plus prestigieux sur lesquels j'ai travaillé, ça a été le boulot le plus fastidieux, donc et pas le plus, voilà. Donc je me suis amusé le plus. Et à l'inverse, faire de la série, faire 10 heures dans le même temps, dans la même durée, faire 10 fois un long métrage, voilà, une toute petite équipe, c'était en bossant avec la Chine, l'Inde et compagnie, l'Arménie. Ça, c'est des challenges qui étaient intéressants. Et puis c'est des rencontres, quand je veux dire, enfin, ça m'a fait voyager à Taïwan, en Arménie, et c'est super, quoi. C'est génial. Et rencontrer plein de gens bien. Tout le monde veut faire plein d'artisans, en fait. C'est une économie d'artisans, en fait. C'est des industries de prototypes, comme disent mes collègues. Donc ça, c'est assez passionnant. Et sur la fin, on se tournait grâce à l'ouverture d'esprit, à l'énergie d'un des producteurs chez Studio 100, qui était Jean-François Ramos, à l'ouverture d'esprit, au goût de l'expérimentation d'un des réalisateurs qui est Jérôme Mouscadet, et moi-même, qui avait ce goût d'explorer aussi de nouvelles pistes. On s'était tourné vers le temps réel pour l'appliquer. Alors maintenant, dit temps réel, on a tout dit, mais enfin, on va dire l'utilisation des moteurs de jeu, de la VR, etc., pour faire du film. Et puis le temps réel aussi de la diffusion, le streaming, qu'est-ce que ça change, comment les auteurs travaillent en streaming, comment on gère la musique, enfin, ça change. Du point de vue production, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a eu une sorte de petit labo. Pardon, t'allais peut-être l'enchaîner. Avec déjà une idée de se dire, on a cette production, le but ce serait de la produire peut-être en temps réel et du coup, faut trouver des solutions techniques pour pouvoir les produire en temps réel, ou plus en se disant, ça peut être un moyen de produire, on va regarder en parallèle et monter ce labo, t'allais le dire, et quand il y aura peut-être des choses qui seront un peu plus finalisées ou en tout cas praticables, on se lancera sur une production, mais ce sera pas le crash test comme les Américains, à savoir. Voilà, ouais. Non, mais même eux font pas ça quand même, tu vois. Ils ont fait comme mais alors nous on fait dans un garage, dans une usine, mais un peu ce que je disais aussi grave, on a été invité pour en parler justement, aux côtés de nous représenter les petites boîtes, c'est en 2019, à côté des MPC, Disney, Epic Unity bien sûr, Framestore, etc. Pardon, c'était pas Udeda, mais à l'époque encore Studio sans animation, qui venait témoigner de cette expérience. Et on vivait tous la même chose, c'est-à-dire qu'on a intégré le temps réel
D'abord parce que par manque de moyens, enfin on n'a pas eu comme ça sorti de la cuisse de Jupiter, un million d'euros à mettre dans un labo. Au contraire, personne n'était convaincu. Tout le monde pensait que, malgré la bienveillance environnante, que c'était des gadgets, qu'on se faisait plaisir. Et donc, quelque part, c'est en ça que je dis qu'il a fallu un producteur à un moment un peu borné et un peu malin pour investir pour risquer un petit peu de sous dans un truc qui n'était pas si risqué que ça, parce que c'était juste un moment, un lieu, et on pouvait faire demi-tour rapidement. En fait, on a investi le temps réel en fait l'aide au storyboarding avec de la VR plutôt que de leur donner des données 3D sur écran. En fait. On a déjà commencé par ça pour essayer, et ça tombait exactement bien parce qu'on était sur après un petit proto sur quelques semaines, on a exploré ça sur la seconde saison à l'époque de Heidi, d'ailleurs, saison 2, dans lequel on avait déjà tous les décors, ça se passe au même endroit, avec les mêmes personnages, donc on avait déjà un peu tout, donc on avait déjà les modèles, et on pouvait tester la réalisation. Et puis en plus, ce type de réalisation sur cette série-là était très naturaliste, très calme, un petit peu, avec des caméras posées, etc. Donc on pouvait imaginer des systèmes assez simples dans lesquels on mettait les personnages, on prenait des clichés, on exportait des images et on stockait des données 3D. Et puis storyboarder, en gros, il y avait un repérage, on allait en repérage, c'est ce qu'on appelle du virtual scouting maintenant. C'est le terme. On fait du repérage dans des décors, quoi. Et on l'a fait même un peu dans des longs métrages qu'il y avait sur place à ce moment-là, des Vic le Viking. Et ça résolvait quelquefois en 5 minutes des problématiques sur lesquelles on était depuis plusieurs jours en board, en layout, quoi. T'as un exemple comme ça d'un plan où pour le coup ça avait fait la différence Alors l'exemple typique dans Heidi, c'est des scènes de table, par exemple des grandes tablées dans lesquelles les gens se parlent et se passent des brocs de fromage fondu. Ils mangent que ça visiblement. Et il y a beaucoup de petits, des enfants, etc. Et la table, elle est très très rustique et elle est gigantesque. Et en fait, même quand on donne au storyboarder les modèles sur écran et qui manipulent Maya, pour certains ils manipulaient Maya, ils voyaient dedans, ils prenaient des cadrages et puis ils dessinent par-dessus. Donc là où ils vont très vite, c'est de dessiner, ils font des expressions et tout, et il faut leur laisser le dessin parce que c'est une valeur ajoutée, une productivité dingue. Et ils servaient de la 3D, ils n'ont pas réinventé la perspective, donc c'était très bien. Donc quand ils font ça sur écran, en fait, ils font des erreurs de distance. Alors bien sûr, on peut tricher en 3D, bien sûr, on peut étendre des bras, etc. Mais dans le fond, il y a des tricheries qui passent pas le travail à la chaîne et les light tricks qui se font à la séquence, etc. Quand on light, on gère des ombres pour toute une séquence. Si dedans on commence à tricher, à déplacer des objets, etc., tout à coup les ombres apparaissent où il faut pas. Enfin bref, donc donc ça pose des problèmes quand la table est trop grosse et que les bras sont trop petits, et pour lequel c'est seulement quand on exploite vraiment la distance, c'est-à-dire quand on commence à animer, on fait marcher les gens, on les fait, voilà, on se rend compte que ça va pas le faire, et donc on revient en arrière. Et quelquefois, faut reborder, etc. Et donc ça, parce qu'il faut rajouter un plan en gros pour voilà. Donc ça casse la dynamique de la scène, donc ça casse des raccords. Donc bref, ça typique. Bizarrement, quand on est en VR, en fait, on n'attendait pas ça, on attendait de la VR que on savait qu'on pouvait dessiner en VR, donc du dessin qui est à la fois 2D, 3D. On se pose plein de questions dans l'animation sur la frontière de la 2D et la 3D, là où la 2D est ultra efficace, le dessin du storyboard, mais aussi le design, etc., qui va très très vite, et puis son exploitation, son interprétation en 3D, où elle sera exploitée, donc il faut en finir par là. À cette jonction-là, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de problèmes d'anticipation d'un côté, d'interprétation de l'autre. Donc on s'est dit, en voyant des gens dessiner en VR, c'est du dessin, mais c'est de la 3D, c'est les deux mondes en même temps. Donc c'est là qu'on va trouver des solutions. C'est pas là que ça a été le cas dans le virtual scouting, qui, comme son nom l'indique, est plus sur le côté repérage et comment dire, on prend mieux conscience des distances et des dimensions. Mais c'est même les gens qui, c'est pas le métier, ils voient que l'exemple que je donne souvent, c'est la rambarde modélisée un peu plus loin, elle est 3 cm plus basse qu'elle devrait, et quelque part dans son corps, on le ressent, parce qu'on se sentira en danger, tu vois, ou la table est un peu haute, ou la clé est un peu grosse. On le voit parce que quand on est immergé, notre cerveau 3D, tout à coup, prend le cerveau réel, en fait. Ça s'appelle la réalité virtuelle, le mot réalité, pas pour rien.
Et donc, voilà, il y a plein de problèmes qu'on aurait réglés plus tard en layout, en anime, qu'on anticipe en fait, et qu'on s'en rend même pas compte qu'on les évite. Et on s'en est rendu compte parce que sur ID, on a pu comparer 2 saisons, on avait pu gagner. Alors le board se faisait aussi vite, en fait, un peu plus vite. Il n'y avait plus de débordement du tout. Il était clairement de meilleure qualité puisque avec les mêmes équipes, les mêmes décors, les mêmes personnages, mêmes équipes en anime, les mêmes assets, le layout allait lui beaucoup plus vite et l'anime a perdu la moitié de ses retakes. Waouh. Et donc on s'est fait, ouais, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, l'analyse a montré que beaucoup des retakes étaient dû justement à ces mauvaises anticipations de distance et de volume, qui étaient corrigées dans la suite de la chaîne, quoi. Et donc, du coup, on avait même calculé, on l'avait dit à certaines conférences, au MIFA et au RADI à Angoulême, mais on avait gagné 3 années hommes sur une seule prod. C'est énorme, hein. Voilà. Parce qu'après, il faut payer les gens qui suivent les retakes, etc. Donc, c'est un coût, voilà, c'est boule de neige, en fait. On s'est dit, ouais, et ça a permis de négocier le fait d'avoir un peu de sous pour un labo. Et le labo, c'était pas tant pour lancer des prods entières, non, c'était au contraire pour tester sur des toutes petites itérations, des technos, des manières de faire, mais à la fois autant sur, comme je disais, sur le temps réel de la diffusion avec le streaming. Comment s'adapter aux chaînes, parce que ce qui change, c'est que, enfin, aux chaînes, à ce que veulent voir les auditeurs, parce que et les spectateurs, c'est la vraie visée, et pas passer par des process où on passe 4 ans, et c'est un peu ce qui se passe entre une idée originale et une diffusion, il se passe 4 ans en général. Alors que les modes changent très vite et que tout le monde est épuisé à la fin, au bout de 3 ans déjà. Tout le monde en a marre de porter ses projets, voilà. En plus, ça correspond plus à l'ère du temps, enfin bref. Mais du coup, ouais, c'est ça. Ce labo, il se concentrait seulement sur des sujets et des petits maillons de ce pipeline. En l'occurrence, là, sur la partie storyboard, mais ça peut aussi être sur la partie diffusion avec le streaming, tout en se demandant peut-être si le temps réel en production allait pouvoir changer quelque chose, mais pas du tout avec l'ambition première de se dire que vous allez révolutionner de bout en bout la manière de produire, mais de l'améliorer en fait sur certains points qui aujourd'hui étaient peut-être encore un peu trop soit chronophages ou je sais pas, j'ai l'image de 2 rouages qui ont beaucoup de mal Ouais. à tourner entre eux, où il y a beaucoup de friction en fait, et peut-être les réduire avec un peu d'innovation et de nouvelles technologies qui allaient pouvoir y participer. Ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. Alors, pour finir, après, là, c'est la fermeture de Studio 100. À ce moment-là, on a même eu un prix aussi grave le mois où on apprenait qu'on fermait. Shotgun nous décernait un prix pour justement ce virtual scouting qui était intégré. C'est-à-dire qu'on arrivait, on n'a même pas appliqué à ce point-là dans la saison 2 d'ID, mais on avait continué le développement et on pouvait on pouvait animer, enfin pré-animer, mettre en pause dans Unity et retrouver exactement les mêmes poses dans Maya. Il y avait même de l'analyse. Du coup, faut faire des rigs qui correspondent dans deux softs. Des rigs avec des contrôles, des vrais rigs d'animation, pas des rigs comme le jeu vidéo le dit où il y a que de la déformation en fait et des joints, mais des rigs où il y a des contrôles aussi. Et donc on avait mis en place tout un procédé qui était suivi par l'asset manager. Et donc ça a motivé les gens pour continuer l'aventure. Donc, en l'occurrence chez Udada Productions, en fait, on a pris les mêmes, on a monté une entreprise. Mais c'est le même, c'est ce que tu disais, c'est le même ambition, c'est d'essayer de fluidifier et en général de faciliter les itérations, quoi. D'enlever effectivement de la friction, comme tu disais, ou qui est due à la techno, quoi, qui empêche d'arriver très vite à tel résultat. Du coup, on passe par des étapes. Alors, ça a des avantages, les étapes très séparées. Par exemple, de rendre un rendu séparé d'un lighting. En fait, c'est 2 étapes séparées. Ça permet aussi de tailoriser les choses. Ça permet de séparer des équipes et de profiter de cette séparation pour en mettre une dans un pays où c'est moins cher, par exemple. Il y a des avantages à ça. Et c'est vrai, c'est un des désavantages de l'accélération, c'est qu'à un moment, pour bien profiter du temps réel, il faut que les gens soient aussi ça crée plus facilement de la collaborativité, si le terme existe. C'est-à-dire qu'on peut plus vite itérer, donc il vaut mieux que les gens ils voient tout de suite ce qu'on a produit, parce que si c'est pour enregistrer, envoyer, attendre leur tour, on perd l'élan qu'on a gagné, quoi. L'instantanéité que tu es en train de gagner. Ouais, exactement. Donc c'est une vraie problématique, ça.
les problèmes des temporalités, des équipes, des prods, etc. Et donc on en est tellement conscient qu'on sait que toute techno, tout avantage dû à une techno en général, on parle du temps réel qui est un peu partout, mais aussi de l'IA, etc. Et pas forcément, il n'est pas pertinent de l'exploiter pour tout type de prod, quoi. Là, nous, on fait en ce moment des prods dans lesquels ce côté repérage VR, il n'est pas du tout intéressant. Je vais peut-être essayer un petit peu de structurer, que tu nous dises un peu plus en détail pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Udada, du coup, elle s'est constituée de cette équipe, et ce groupe qui s'était constitué auparavant, chez Studio 100 Animation. Udada, ça avait quoi comme vision, et comme projet? De aussi faire de la production, mais en essayant de développer des nouvelles solutions, technologiques pour y répondre peut-être de manière, un peu plus facile, ou seulement d'accompagner des studios dans la production en, les aidant, grâce à les nouvelles technologies et donc dans ces cas-là, tu interviens de manière très ponctuelle sur, certains maillons, en fait, de leur production à eux? Bah, les deux, mon capitaine, en fait. D'accord. Il y a bien sûr que des gens qui ont 20 ans de métier, l'envie, et qui avons produit, enfin, qui ont produit, euh, beaucoup de projets pour d'autres et certains projets pour les nés en interne, hein. Chez Studio Sony Animation, il y a eu des projets nés en interne. Là, on avait certains. Alors moi, c'est moins mon sujet, comme tu auras compris. Moi, c'est plus les gens, les équipes, les process, rendre les gens heureux, tout ça, et pas forcément à travers des œuvres. Ça, c'est pas. Il y en a assez, je pense, des œuvres. Très personnellement, enfin voilà, je me sens pas la nécessité d'en créer une nouvelle, mais certains, et c'est tout à fait légitime, ont envie de ça. Donc il y a vraiment cette envie et ce savoir-faire, hein. En interne, on a dans les fondateurs Sophie de Croisette, par exemple, et Jérôme Mouscadet, qui sont respectivement directrices d'écriture ultra chevronnées, et producteurs artistiques, donc réalisateurs et un peu, ce sont des gens qui savent, comment dire, rassembler les bons talents artistiques au design, à l'écriture pour les bons projets. Eux, clairement, leur envie, c'est de faire des projets, c'est leur métier, quoi. C'est leur talent, faire des projets qui leur tient à cœur. Donc, on a effectivement chez Udada une demi-douzaine en ce moment là de projets pour tout âge, dans plein de formats différents, qu'on a créé nous-mêmes, quelquefois en collaboration, hein, en coproduction même, avec des studios, enfin des producteurs, quelquefois belges ou d'autres français. Et puis, on n'est pas, c'est aussi, ça a été notre métier très longtemps et on aime bien aussi faire de la prestation, c'est-à-dire faire rentrer. Ça fait aussi, il faut être tout à fait honnête, ça fait du beurre dans les épinards, ça fait rentrer aussi de l'argent et puis ça permet de consolider des pipelines qui, de toute façon, tant qu'on n'a pas lancé nous nos prods, qu'on n'a pas encore, parce qu'il faut, c'est des finances conséquentes qu'il faut, même si les projets peuvent être plus légers, plus rapides à faire, c'est quand même super intéressant de travailler pour d'autres, à faire de la prestation. Ce qu'on fait, en fait, beaucoup déjà. Dès le début, on a signé avec TF1, par exemple, pour fabriquer des interstitiels de petits personnages qu'ils ont, qui s'appellent les oufs, en intégrant du temps réel. Alors, c'est des projets, par exemple, typiquement pour lesquels il n'est pas pertinent de faire du virtual scouting en VR, parce que c'est des courts gags, en fait, qui s'enchaînent. Avec une caméra fixe, la réalisation est évidente. Et comme c'est de l'animation keyframe, on passe par une petite phase de scene building, c'est-à-dire de construction de la scène de base pour l'animation. Cette construction-là, correspond au layout dans lequel on choisit les caméras, etc. Au même moment, c'est-à-dire qu'on perd zéro temps. Il n'y a pas besoin de passer par de la VR, etc. Par contre, le keyframe est fait dans Maya, donc c'est de l'animation à la main, un peu cartoon, etc., qui n'est pas réaliste, c'est pas de la mocap. C'est l'ambition, c'est le style artistique de l'anime. Et par contre, là, on gagne du temps derrière, c'est que le rendu, même le set dressing, c'est-à-dire la consolidation des décors, la finalisation, elle est faite en temps réel, c'est-à-dire qu'à la fois, si ça se passe dans une forêt, en l'occurrence c'est dans Unity, on peut construire la forêt dans son rendu final en même temps où on peint des arbres sur un sol. Ils sont là en HD, en temps réel, dans du brouillard, si on veut. Donc ça, voilà, on peut itérer très vite sur plein de variations, et on joue l'anime qu'on a fait dans Maya.
Mais là, tu as apporté une solution, en fait, le temps réel qui correspondait à eux, leurs besoins, leur manière de produire n'essayant pas de caser à tout prix ce que Non, les ouais, ouais. solutions que tu avais déjà trouvées, si ça en a aucun lien, voire faire un contresens par rapport à leur manière de produire la série et cette série-là en l'occurrence. Exactement. Et c'est ça l'ADN du DEDA, c'est vraiment de mettre en phase un projet éditorial et un projet une flexibilité de pipeline. Mm, mm, Donc mm. on a un énorme, en fait, là où on travaille le plus, c'est invisible, c'est sur, et peut-être qu'on communiquera bientôt dessus, parce qu'on va open sourcer deux, trois choses, mais c'est sur des fondements, informatiques, en fait, de gestion de données, agnostiques, c'est-à-dire qu'on veut s'ouvrir à tous les softs possibles, même des softs qui n'ont pas forcément autour duquel il est dur de scripter, mais qu'il soit 2D ou 3D, qu'il soit en VR, parce qu'on utilise aussi des softs en VR pour produire de l'animation, des softs comme Quill. Et donc, il y a un gros travail un peu de soubassement technologique pour permettre à tout ça de parler de la même manière, mais comme ils sont quand même très très différents, et puis pas très mûrs, hein, il y a plein de softs qui sont pas très mûrs, parce qu'ils viennent d'arriver, on est obligé d'avoir un soubassement de pipeline, en fait, la technologique qui est un peu spécial quand même. Et ça, vous le feriez en fait pour vous et pour vos productions maison, ou parce que quand vous devez bosser pour d'autres, c'est aussi ce besoin-là qui revient et ça fait partie aussi de leur problématique? De, Ouais, ouais, ouais. devoir un peu câbler des softs qui sont assez nouveaux, pas encore utilisés par beaucoup, et qui du coup répondent pas à ces besoins un peu d'interaction avec d'autres logiciels et donc d'intégration dans un pipeline. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. Je suis obligé de dire oui. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand on reçoit un projet ou qu'on en développe un, alors quand on en développe un, c'est souvent, ça peut être, ça peut naître dans une sorte de petit labo aussi où on teste des choses, on fait énormément de veille technique. Et quand je vois des choses intéressantes, en fait, je vais aller voir le département éditorial. Je montre, tiens, ben, vous voyez, il y a ça a tel avantage, mais aussi tel défaut. Donc, ça peut correspondre à tel type de prod. Et quelquefois, ça correspond à des projets qu'ils ont, eux, en éditorial déjà OK. fait. Donc là, on met des choses face les unes des autres. Et à l'inverse, quand on vient nous voir avec des projets, on essaye de voir comment... Quelquefois, ça nous pousse à aller chercher dans des recoins, faire de la veille sur des sujets qu'on n'a pas regardé tant que ça. On trouve dernièrement, on a travaillé de l'animation pour des documentaires historiques, on va dire, qui nous a poussé à aller voir. Alors, on était historiquement sur Unity, on était du côté d'Unreal pour monter des scènes assez généralistes avec des grosses banques d'assets, mais des scènes qu'on a retravaillées après par IA en transfert de style, etc. Et c'est pas un process qu'on aurait fait de nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de projet en fait qui correspondait à ce Mmh. besoin. Mais voilà. Je vais élargir un peu le sujet. Aujourd'hui, ton poste, il a un petit nom, c'est Head of Innovation, si je ne m'abuse. Ouais, innovation du coup. Innovation, bah, Tête c'est pas pour d'innovation. rien que je fais Ouais, un ouais. podcast en français, Ah ben comme c'est tu vrai. l'auras remarqué. Tu nous as parlé, bah, que ça englobait beaucoup de veille, techno, et pour le coup, tu es ultra actif à essayer d'un peu faire toutes les confs et essayer de saisir, tous les signaux un peu faibles qui essayent de biper chacun dans leur sens. Comment tu fais un peu le tri, de toutes ces news et de toutes ces nouveautés qui peuvent, sortir pour, trouver celles qui pourraient avoir, à la fois du sens, mais aussi peut-être un avenir dans, hem, perpétuel, brouhaha où il y a énormément de choses qui sont à chaque fois développées, tous les jours, en fait? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est fou. Il y a des semaines où c'est carrément une fois par jour, il y a une révolution dans un domaine. C'est un peu vertigineux. Et on est tous à le vivre. Et c'est récent. Hein, c'est vraiment, ça ne fait que s'accélérer. Avec l'IA qui arrive, c'est encore pire parce qu'en fait, les IA se mangent les unes les autres, et se construisent les unes sur les autres. Donc, elles se donnent des super pouvoirs. Euh, Comment dire, bah, le bon côté de notre métier, c'est que c'est, comme je disais, une industrie d'artisans. Donc en fait, on va dire une technologie a du sens que si, c'est ce que je disais un petit peu avant, hein, si on peut l'appliquer, quoi.
C'est de l'art appliqué. Donc, je prends note de ce qui se passe, du bruit. C'est un peu de la musique qui passe comme ça. Je pense que ça ressemble ouais, un petit peu à des musiciens qui écoutent plein de trucs. Puis le jour où on leur demande d'improviser, il y a quelquefois il y a un truc qui ressort parce que ça correspond, quoi. C'est pertinent. C'est un peu ça. C'est ce qui se passait typiquement, qu'est-ce que je te disais de ce projet pour des documentaires où bah, j'avais noté tout ce que l'IA proposait pour du transfert de style. Voilà, j'avais pas anticipé qu'on aurait l'occasion d'utiliser bientôt. Et puis, il s'est avéré qu'une occasion s'est présentée. Et puis, on a mis des briques en avant. Et puis surtout, c'est pas forcément moi qui choisis. C'est-à-dire que c'est toujours moi je propose et c'est dû aussi à la structure du dada. Parce qu'on a vu en fait dans même l'expérience avant chez Studios Animation que ce qui marchait bien, c'est que les gens venant de métiers différents, qui avaient des angles de vue différents, se parlent à égalité, quoi. Ils se disent ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vu ci, par contre je crois que ça c'est pas possible. Puis une autre personne qui voit d'un autre angle fait si ça c'est possible, mais je savais pas que t'en avais besoin. Et donc on continue de faire ça. On est vraiment, c'est pas toujours facile. On est une organisation horizontale. Même Emmanuelle Chabor, qui est notre directrice générale, on s'est dit au même niveau, parce qu'elle a une approche vraiment sur tout ce qui est administratif, financier, etc. Quelque chose qui peut vraiment apporter, parce qu'à un moment, il faut faire rentrer aussi des finances. Voilà, donc ça se fait aussi comme ça, par digestion, réflexion, et puis, mais ça se fait aussi à l'extérieur, hein, c'est-à-dire que je vois que les choses prennent corps quelquefois, je me dis tiens, on va peut-être investir un peu de temps pour essayer d'intégrer ça. Quand je vois que l'industrie le fait, que je fais partie de plein on va dire, de groupes de discussion. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai à ma droite un gros Discord avec je ne sais pas combien de groupes de discussion en France et ailleurs, qui parlent de pipeline, de rig, de plein de choses. Et puis je vois ce qui prend encore aussi un petit peu, là où l'industrie semble se diriger et s'orienter. Voilà. Et surtout là où il y a des efforts, en fait, là où il y a des bonnes volontés, là où il y a des standards qui sont émergés. Au RAFRADI où j'étais il y a quelques jours, on a rencontré plein d'entreprises et on va faire on va continuer de collaborer et de réfléchir ensemble. C'est le moment là, faut qu'on mette tout à plat et mélanger des choses. Et en France, on a un écosystème d'innovateurs, de développeurs ultra talentueux et réactifs et qui font ça par l'amour du métier dans plein de domaines. Donc, faut en profiter, quoi. Est-ce que ce bassin français qui est assez animé, il s'appuie pas aussi, comme tu le disais, sur des productions qui sont un peu moins coûteuses et où c'est peut-être par l'innovation qu'on va pouvoir faire la différence, trouver des solutions, voire se différencier aussi dans un monde qui se mondialise beaucoup et où sur des échelles de coûts, on n'est jamais choisi et c'est plus vers d'autres pays où la main-d'œuvre et la production est moins chère que les productions sont plutôt orientées et envoyées. Dans ces cas-là, il faut un peu trouver d'autres valeurs ajoutées. Certes, il y a le côté créatif, mais si on est aussi des bons géotrouve-tout, c'est là où la différence, elles peuvent se faire. Voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Non, c'est exactement ça. Mais il faut savoir quand même que la techno, elle va pas rester par magie dans nos mains. Hein. Parce qu'en plus, c'est que des choses. Maintenant, en plus, les choses sont de plus en plus open source et pour plein de bonnes raisons. Donc, si nous, on y arrive à un moment, d'autres, peut-être à la main-d'œuvre moins chère, y arriveront aussi. Donc, faut continuer. Le truc, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, plus on fait en temps réel, plus ça demande à ce que les gens puissent dialoguer. Et collaborer tout de suite parce que si on peut itérer très vite, c'est bête de s'envoyer des trucs qu'on répond le lendemain. On peut peut-être faire 20 itérations dans la journée. Si tu étais assis à côté de moi, ça ira plus vite. On peut le faire aussi par visio, de plus en plus. Puis de toute façon, la crise sanitaire a montré que quelquefois c'était obligatoire. Mais du coup, ça ouvre au fait qu'on peut peut-être travailler avec des artistes dans le monde entier qui de toute façon bougeraient pas ou difficilement. Voilà, mais effectivement, tout le monde peut innover. Par contre, c'est vrai que cet état d'esprit français, il vaut mieux prévenir que guérir. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué juste en revenant des États-Unis, comme je disais, c'est qu'on était une nation
qui mettait en avant l'ingénierie, au point que les grandes écoles françaises, ce qu'on considérait comme des écoles d'élite, étaient des écoles d'ingénieurs. Et c'est quasiment unique dans le monde, en fait. Peut-être en Asie, c'est pareil. Mais ailleurs, dans le monde anglo-saxon, typiquement, si on compare souvent les deux. Aux États-Unis, par exemple, les Ivy League Schools, donc l'équivalent des grandes écoles, sont des écoles de finance et de droit, quoi. Donc les grands cerveaux vont là-bas. Et ça dit aussi des choses de l'état, de l'état d'esprit avec lequel on aborde les choses. C'est qu'on essaie de prévoir une machinerie, puis après, voilà. Donc on adore ça. On adore ça. Donc effectivement, je pense qu'on aura, si on est sous une bonne étoile, on aura toujours facilement ce temps d'avance. Après, l'approche américaine, elle est celle de try and error, celle de l'entrepreneurship, elle est aussi super puissante. Mais ils peuvent perdre du temps. Par contre, ils ont un écosystème, grâce aux financiers justement, d'investissement dans des startups qui est plus puissant que le nôtre. C'est clair. C'est sûr. Donc ça peut pêcher chez nous. Mais... Tu nous as parlé que tout accélérait et c'est aussi pour ça que la veille, c'est très compliqué de faire de la veille ou en tout cas de se concentrer sur les bonnes choses. Elle est due à quoi cette accélération et un peu cette renaissance, comme tu aimes à le dire et vers quoi ça, d'après toi, ça nous emmène? Qu'est-ce que tu détectes et est-ce que tu as quelques prévisions sur peut-être les pipelines de demain sur de la série ou du long métrage, à quoi ils pourront ressembler? Je pense, je sais pas si ça s'accélère. J'ai l'impression surtout que ça s'était stabilisé pendant des dizaines d'années presque. On a consolidé des outils, des méthodes, mais tels qu'ils étaient conçus il y a 20 ans. Dans lequel on séparait le modeling de plein de choses. Alors bien sûr, la réponse à ta question globalement sur le côté qu'est-ce qui a changé, la tarte à la crème du truc, c'est de dire le temps réel, mais en même temps ça veut dire quoi? Et moi c'est l'expression plus qui m'énerve parce que en fait ça fait longtemps que le modeling, et ça n'a pas toujours été le cas, avec le modeling est passé en temps réel, le sculpting aussi passe en temps réel, les textures avec les outils de substance on passe en temps réel, etc. Donc si quand on dit temps réel, on dit quand je fais quelque chose, je vois tout de suite le résultat. Sur déjà beaucoup de tâches, c'est déjà le cas. Ah ouais. Donc c'est pas trop le sujet. Donc bien sûr, quand on dit temps réel, on veut souvent parler d'utilisation de moteurs de jeux vidéo. C'est souvent ça qu'on souligne, ou qu'on dit sans le dire. Et souvent, l'avantage de ces moteurs-là, c'est qu'ils permettent de faire du rendu temps réel. C'est-à-dire l'image finale, elle est exprimée au moment où on fait d'autres métiers dedans. Au moment où on cadre, on est déjà dans l'image finale. Au moment où, à la limite, on anime, par exemple en mocap, en marionnettisme, on est dans l'image finale ou dans le rendu final. Au moment où on fait des VFX nodo, on bidouille des trucs, puis ils s'expriment dans l'image finale, etc. Donc c'est souvent parce qu'il y a plusieurs métiers, dont l'image finale. Ou alors, on est en début de prod et on fait de la prévise. Et on cadre dans des animes qui se jouent aussi en temps réel, etc. Donc en fait, il y a plusieurs métiers. Donc en fait, ce qui change, c'est la collaborativité. Et ce qui me fait dire que la tendance globale, mais depuis que je fais ce métier, elle est que j'ai l'impression qu'on tend dans ces métiers, on fait du storytelling, on invente des histoires et on les met en scène. Et à la limite, quelquefois on les cadre, on les propose. On a tendance à aller vers une fabrication naturelle de ça. Comment on le fait? Et la fabrication la plus naturelle d'un storytelling pour une audience, c'est le théâtre, par exemple. C'est tellement naturel qu'il faut rien pour le faire. Il faut juste des spectateurs et des acteurs, et puis c'est parti. Puis à la limite, imaginer un décor, etc. Ou par la mise en scène le faire. Et j'ai l'impression que à partir du moment où la techno, alors c'est plus dur à faire du théâtre quand on fait de l'image frame par frame, d'accord, il y a un petit problème de temporalité, et d'autant qu'on veut faire le décor, on est obligé de le montrer, pas de le dire. Mais à partir du moment où la techno arrête de l'empêcher, j'ai l'impression qu'on va vers là. Et je le dis parce que c'est ce qu'on voit quand on fait de la prévise et qu'on cadre, alors en vrai virtual prod, c'est-à-dire quand on est vraiment tout en virtuel, on est sur un plateau, quoi.
C'est un plateau ou on pourrait dire une scène. Et de nouveau un théâtre vivant où tout a ton décor, tes acteurs et tout se mélange. Donc je pense que tout va vers là. De toute façon, c'est la pente naturelle. Je pense que c'est la pente naturelle vers laquelle ça a toujours été. Tout est passé tout le temps en temps réel. Moi, j'ai connu l'époque, parce que je suis vieux, du modeling qui n'était pas en temps réel. Mais ouais. Et donc, et puis les Playblast, enfin l'anime, tu la jouais surtout pas. Enfin voilà, tu lançais des rendus en fait. On disait pas des rendus, on disait des line tests même à l'époque. Comme on en faisait en 2D, on faisait des line tests. On passe image par image, c'est feuillet sous une caméra, qu'on met sur une bande vidéo. Bref. Et ça, la vidéo, c'était top, parce qu'avant, c'était le cinéma, donc il fallait aller développer le film, et tu voyais plusieurs jours après ton film. En Tron, ça a été fait comme ça, c'est de la 3D, mais c'était fait comme ça. Hein. Les gens, ils voyaient, ils rentraient des chiffres, quelquefois dans plusieurs ordinateurs, ils imprimaient, ils transféraient, parce que les ordinateurs se parlaient pas entre eux, et à la fin, ça créait des images qui étaient développées, plusieurs jours plus tard, ils voyaient leur Playblast, quoi, qui était l'image finale, de toute façon. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui, dans ce process-là, sont devenues temps réel. Donc, c'est pas nouveau. Mais l'itération technologique, à chaque fois, a pour but de retrouver un petit peu cette instantanéité et ce côté, on a envie de prendre la caméra et pouvoir filmer ce qu'on voit, quoi. Et totalement oublier que tu as besoin de le faire en 3D, ça n'existe pas devant tes yeux. Exactement. Et c'est ça qui est kiffant, c'est t'as une performance en tête, et tu veux la capturer, la délivrer, et pourquoi pas la délivrer en temps réel, c'est ce qu'on appelle du streaming maintenant, qui peut être à base d'images de synthèse. Et après, tu peux l'enregistrer, ça, etc. Tout comme là, on s'enregistre, et puis on peut le rejouer. Après, il y a eu en gros une technologie d'enregistrement qui est très bien, et puis elle deviendra 3D, immersive, et puis on pourra rejouer des hologrammes. Mais en gros, ça va vers ça. Et puis, ce que je vois, moi, en IA, c'est que ça va vers ça aussi pour le keyframe, cette fameuse fabrication d'images. Enfin, d'animation image par image, on va l'accélérer aussi. Et ça va frustrer personne. Les gens qui voudront continuer à animer image par image à la main, tout comme les gens qui veulent continuer à animer avec du sable, ou stop motion classique, ils peuvent le faire, personne ne les en empêche, et ça a beaucoup de charme. Et les gens sont de plus, en fait, plus il y a d'images, plus les gens sont gourmands de toutes les manières de faire des images. Toutes les manières. Ou de faire du son. Donc, tout le monde est fasciné par voir un bruiteur qui fait bouger des objets, croit rien avoir qu'une scène, et que ça fait... C'est la magie de regarder sous le capot. Ouais, sous le capot, ouais. Donc on va vers ça, quoi. L'IA, pour faire la version longue, aujourd'hui est capable de créer l'interpolation et donc ne plus rentrer dans une animation keyframe en créant toutes les images d'interpolation entre 2 images clés, 3 images clés sur par exemple une balle qui rebondit, une voiture qui avance. Bah ouais, ça, c'est un des aspects de l'animation, mais il y en a plein d'autres, mais ça peut être du transfert de style d'animation. Là, au Rafradi, plusieurs intervenants ont parlé de transfert de style d'animation, puis c'est des sujets. Nous, on est en collaboration UDADA avec plusieurs labos de recherche, mais des gros labos de l'INRIA, l'IRISA, de Polytechnique, qui travaillons à ça, à comment interfacer, faciliter le boulot d'un superviseur d'animation sur l'animation non réaliste, keyframe, parce que l'animation réaliste, ça fait longtemps que c'est un peu voilà, que le sujet, c'est plus un sujet, on appelle ça de la mocap, qui peut être limité, on appelle ça du marionnettisme, mais et puis il y a plein de manières de l'extirper peut-être d'une vidéo, etc. Mais là, on travaille, nous, à très long terme, à voir comment on peut aider la modification et pourquoi pas la création d'une animation keyframe avec des interfaces plus intuitives et plus directes, quoi. Moins fastidieuses que ce qu'il faut faire pour l'instant, quoi. Personne s'est plaint de l'interprétation automatique. Les gens se sont arrêtés de se plaindre, on va dire ça. Je connais l'époque où des animateurs disaient on nous vole notre boulot, que vont faire les intervallistes. Ils peuvent toujours continuer à bosser. Si ça leur plaît pas, ils le font. Puis d'ailleurs, ils vont entraîner une IA qui va apprendre au passage, qui font que c'est, enfin, tous les trucs fastidieux quand même. Voilà, à moins qu'on travaille et ça soit l'objet de son travail, c'est de faire des choses répétitives et je veux dire, tout le monde va à la salle de gym pour faire ça, donc il aura besoin de faire. J'adore, mais c'est vrai. Faire ses gammes, non, mais c'est ça, faire ses gammes, ça apprend, faire tourner des accords, on apprend aussi, on travaille comme on veut, puis il y a des moments où on a peut-être plus envie de faire ça et d'accélérer certains trucs.
Alors bien sûr, au passage, ça donnera des machines à produire du volume en quantité toxique. Et ça, toute techno, hélas, est potentiellement toxique. Ouais. Oui, c'est Mais d'autres dérives qui peuvent derrière arriver, mais on sent qu'on rentre quand même dans une ère où les plateformes de streaming distribuent énormément de contenu, mais pour distribuer du contenu, ils ont aussi besoin d'en produire énormément, un peu à ouais. l'appel, de manière industrielle. Et c'est là où, avec nos modes de production aujourd'hui, il faut trouver une accélération d'une manière ou d'une autre pour pouvoir tout simplement les produire. Ouais, ou pas, hein. Je veux dire, à un moment, s'il y a des limites, elles sont respectées. S'il y en a. Mais elles ont l'air de bouger, les frontières bougent. Donc, c'est un grand principe de l'épistémologie ou de la techno, c'est que si c'est possible et qu'il y a un marché, ça va se faire. Et donc, hélas, pour des belles choses et des choses moins belles. Mais c'est, voilà. Donc, si c'est possible d'accélérer ça, les gens vont le faire, quoi. Surtout s'il y a un marché. Et en l'occurrence, là, il y a eu un bon marché pendant le Covid, à voir comment ça Voilà, ouais, ouais, évolue ouais. encore, mais merci, Quentin, pour ce partage. Bah, je t'en prie. Est-ce que avant de conclure, parce que j'ai pas envie, je déteste la frustration et j'ai pas envie de frustrer à chaque fois les invités, est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager, avant de conclure, cet épisode? Non, mais si ce n'est peut-être la conclusion, pour prendre un peu de hauteur, on est parti loin quand même, mais conclusion naturelle de ça, c'est de pas avoir peur des nouvelles manières de faire. Je pense que c'était clair dans ce que je disais sur la fin, on pourra toujours faire de plein de manières. Mmh. C'est vrai qu'on revit une période, moi j'entends beaucoup soit d'anciens qui ont vécu le début de la 3D, qui disent ah, j'ai l'impression de revivre ça, on redécouvre des choses, c'est excitant. J'ai pas connu le début de la télé, mais j'ai l'impression que c'était un peu ça. C'est-à-dire que c'était à la fois un nouveau médium et des manières de faire qu'il fallait réinventer. On est en train de vivre ça. Donc, soyez prêts à ça. Après, je comprends que ça mette des gens dans l'inconfort. Entre autres des étudiants, je vois beaucoup d'étudiants parce que c'est pas que de la veille de techno qu'on fait, c'est aussi de la veille de talent aussi. Et c'est vrai que nous, par exemple, on recherche des talents qui sont curieux de tout, qui ont besoin de. Donc la première chose que je dis quand je vois des jeunes qui sortent d'école, c'est quelque part, je dis, je m'en moque un peu de votre film de fin d'études, je suis désolé, mais d'autant que je sais que ça se trouve, il y en a que 3 dans l'équipe qui ont bossé, et que personne ne dira lesquels. Mais en fait, je vais vous dire tout de suite, je comprends que là, maintenant, en sortant de vos études, il y a des profils qui veulent creuser un sillon. Vous avez commencé à faire du modeling organique, vous voulez continuer à le faire, etc. Et de toute façon, on aura besoin à un moment ou à un autre, ou faire des FX dans Houdini, vous voulez une boîte vous voulez des mentors là-dessus sur le sujet. Et il y a des gens qui veulent continuer d'explorer tous ces outils-là et bon, c'est ces deuxièmes là qu'on cherche chez Udeda en l'occurrence maintenant, parce qu'on se positionne là-dessus. Donc c'est très inconfortable, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas faire et vous ne trouverez pas forcément de mentor chez nous pour vous apprendre à le faire. Mais on va essayer de créer des conditions pour le faire. Voilà. Et voilà, donc n'ayez pas honte d'être dans cet état d'esprit. Et au contraire, le terrain de jeu n'a jamais été aussi grand. Et amusez-vous. Et puis, si ça vous dit, venez nous parler. Mais sachant que même les manières traditionnelles, on a chez nous, par exemple, des gens dont le point fort, c'est la stop motion. Alors ils font du temps réel chez nous et un peu d'IA, mais c'est la stop motion. Et ça nous plaît beaucoup parce qu'en fait, ils ont encore, justement, ils font de la 3D, ils sortent d'ATI, donc ils ont des profils très techniques, mais en fait, ils adorent fabriquer. Et c'est ça, et c'est en ça qu'ils apportent d'ailleurs des choses. Donc voilà, touchez à tout, nourrissez-vous de plein de choses. Mais pour ceux qui veulent creuser leur sillon, ça va aussi. On aura besoin de spécialistes à nouveau bientôt. Voilà. Le message est passé, en tout cas. Merci. Mais oui, le terrain de jeu s'élargit et c'est par l'exploration que on va pouvoir un petit peu s'éclater dans ce terrain qui est immense. Et c'est là où avoir une spécialité n'a pas vraiment de sens. Tu as toujours un peu des cordes à ton arc et des instruments auxquels tu aimes un peu plus jouer que d'autres. Mais il faut accepter dans ces cas de réapprendre et de ne pas savoir. Et tu le dis très bien, il n'y a pas forcément de mentor chez vous sur des spécialités un peu de niche, mais si tu as des gens curieux, ils apprendront par eux-mêmes et ils continueront d'explorer ce grand monde. Exactement. Et comme pour boucler la boucle, parmi les différents groupes avec lesquels j'ai des discussions, ça peut être le CPNEF, ça peut être
la CST, c'est des institutions nationales qui réfléchissent sur justement est-ce que les gens sont bien formés, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. La première discussion qu'on a, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux métiers, c'est quoi leur nom? Et on n'apporte pas encore de réponse, c'est trop neuf. Donc c'est dire, c'est comme le début du rig, quoi. Les bonnes pratiques, on les a inventées, on les faisant, on en est là, quoi. Et puis ça va, un jour, il y aura des métiers qu'on rend non, mais pour l'instant, même aux États-Unis, hein, ils ont le même questionnement, ils savent pas. Là, tu as bien bouclé la boucle pour le coup. Ouais. Oui. On Je suis fier revient de au tout moi. début. Ça arrive pas souvent à la fin des épisodes que la boucle soit bouclée, mais pour le coup, là, ça y est. Voilà. Parfaite. On va arrêter là-dessus. Alors. Non, pas tout à fait. Ah Il reste trois questions de fin, ça va aller très vite. Ok. Qui aimerais-tu entendre sur des futurs épisodes? Tu me prends de court, j'aurais dû préparer. J'ai cité des gens. C'est quoi, tu vas me réécouter? De toute façon, tu vas me réécouter. J'ai Oui, cité des gens au passage. Je ne sais pas, je vais être forcément injuste parce que. Qui serait intéressant pour les auditeurs et qui pourrait peut-être apporter un nouveau point de vue ou étayer encore plus ce que tu as pu nous raconter et nous délivrer pendant cette heure et demie. En fait, je pense à des gens qui, moi, ça m'intéresse de les entendre, mais je sais qu'ils n'ont pas le droit de trop parler parce qu'ils bossent pour des boîtes. Donc ça va être compliqué. Je peux galérer pendant longtemps, oui. Voilà. Des gens avec qui j'ai cité Olivier Georges, avec qui j'ai commencé le RIG, qui a pris une voie très différente, qui lui a continué dans le RIG à faire du développement très profond, des plugins, etc., qui bosse avec des gens qui font de l'IA maintenant. Ok. Pour Micros. Ça, c'est pas secret, donc je peux le dire. Donc, ce serait curieux, mais je sais qu'il a plein de choses sur lesquelles il travaille qu'il n'a pas le droit de dire, mais je serais curieux de savoir, d'avoir une vue de son... vu qu'on s'est croisé peu dernièrement avec toute la crise sanitaire et compagnie, par exemple. Michel Pecker, qui est de ma promo aussi, qui a un parcours complètement différent, et qui a un touche-à-tout. Alors lui, c'est un génie dans plein de choses. Je sais pas s'il aimerait parler de ce qu'il fait. Il a travaillé, entre autres, c'est une personne, j'ai cru comprendre, assez clé pour l'animation sur Arcane chez Fortiche dernièrement. Donc ça peut être intéressant d'en parler. Il y a des gens d'ailleurs qui ont animé dessus. Il y a des animateurs purs qui ont travaillé sur Arcane, que je connais depuis longtemps, que j'ai croisé souvent, comme Stéphane Mangin, qui travaille au Japon maintenant, qui a décidé, après avoir bossé chez Disney, de rentrer en France et finalement de partir au Japon, où il avait déjà travaillé. Finalement, et lui, c'est trois pôles dont je serais curieux de l'entendre sur explorer ça. Voilà. Et puis, pour parler de l'industrie qui naît avec ces gros acteurs qui deviennent complètement incontournables, et parce que je viens de passer quelques heures avec lui et que c'est devenu une connaissance, presque un ami, il y a Mathieu Muller de chez Unity. Alors là, ça serait vraiment... Je sais pas de quoi il a le droit de parler, mais il est un peu inévitable dans le monde maintenant de l'animation, et il s'y est mis de lui-même, il s'est forcé, par goût, alors qu'il s'occupait du jeu vidéo chez Unity, j'ai cru comprendre. Il est venu, on le voit souvent par goût, et c'est quelqu'un de passionnant et passionné, qui voyage à travers le monde et qui voit ça, qui bosse sur des comptes chez MPC, etc. Donc il y a sans doute beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de dire, mais il aura aussi plein d'autres choses à raconter. Exactement. Très bien. Cool. Bah écoute, ça fait déjà du beau monde que je vais essayer de solliciter et faire venir sur le podcast pour en faire profiter tout le monde. Donc merci beaucoup pour les recommandations. La deuxième question, c'est pour nous ramener peut-être un petit peu plus dans le réel ou pour que les gens puissent te suivre. C'est où est-ce qu'on te retrouve sur soit les réseaux, Internet ou dans la vraie vie? Udada, c'est où par exemple? On l'a même pas dit, tu vois, par exemple. Ouais. Alors on a un studio à Bastille, en l'occurrence, physiquement. Vous pouvez passer nous voir. On est sur Internet, cette nouvelle technologie incroyable, il y a quelques temps, à 30 ans, pour le web, sur udadaprod.com. Donc U c'est H-U-E, D-A-D-A, prod.com, tout dans un mot. Là, déjà, vous pouvez nous suivre, mais suivez-nous sur LinkedIn aussi. Udada Production, c'est le vrai nom de la boîte entière. Udada, production sur LinkedIn. On poste des choses, on poste même un petit peu de veille, mais moi, personnellement, j'en poste beaucoup plus. Toute la semaine, je vais poster, toutes les semaines, quasiment tous les jours. Je partage ou je like des choses qui me plaisent et si ce que je vous ai dit vous a intéressé, il se peut que vous retrouviez des choses intéressantes dans ce que je partage sur LinkedIn aussi. Quentin, donc.
Carrément. T'es plutôt très actif et ça donne un bon aperçu de ce qui sort. Et en tout cas, les petites pépites que toi, tu relèves, on peut les suivre comme ça. Je Voilà. mets à chaque fois tous les liens en description, donc Ouais. n'hésitez pas à cliquer pour soit retrouver Udada Production, le site internet, le LinkedIn, ou à titre perso, ton profil, ce Mhm. sera mis en dessous. Cool. Et je vais te refaire faire la conclusion. C'est ce que j'appelle le mot de la fin. Si tu peux faire la version soit plus synthétique, Encore. Ok. soit prendre peut-être un autre point de vue ou peut-être un conseil que tu pourrais donner peut-être à des plus jeunes. T'es très libre du format, c'est le mot de la fin pour que tu sois un peu le dernier à poser la dernière touche de couleur sur cet épisode. Ok. Bon, on va faire un truc en ce mois de novembre, bientôt décembre. Pas toujours ensoleillé. On va faire un truc souriant dans le sens où, bah, en fait, c'est une période géniale pour la fabrication d'images et de contenu même. Pour ceux que ça intéresse, j'imagine que ceux qui nous écoutent, surtout jusqu'à maintenant, ça les intéresse. Donc sachez que vous vivez une période qui paraît aux vieux de la vieille comme moi, qui avons 20-25 ans de métier assez exceptionnel, qui redonne le sourire et l'envie à ceux qui ont connu les 10-20 dernières années, où on faisait à peu près toujours de la même manière, avec quelquefois des softs de plus en plus rapides, mais des machines de plus en plus grosses. Et donc, bah, profitez-en, quoi. Euh, voilà, les plus anciens retrouvent le sourire, enfin, retrouvent la pêche et l'excitation, parce que tout à coup, plein de choses sont inconnues, et pour les plus jeunes, vous n'avez pas d'excuses, c'est le moment d'explorer plein de choses, et donc on attend de voir ce que ça va donner tout ça. Bon, bah vous avez compris, profitez, kiffez, profitez-en à fond et engouffrez-vous dans ce qui se joue maintenant, tout de suite. Trop bien. Bah écoute, j'ai rien à rajouter, pas mieux. On va se lâcher là-dessus, Super. on va conclure. Enfin, ça y est, tu as conclu et on va se lâcher là-dessus. Merci pour ce partage et pour cet épisode. Comme tu le disais, si vous êtes encore là à nous écouter après un peu plus d'1h30, c'est que vous avez passé un bon moment. Donc je vous le dis à chaque fois et je vous fais confiance. Partagez cet épisode sur les réseaux, sur vos Facebook, sur vos Discord, histoire que tout le monde puisse en profiter et passer aussi un bon moment. Et puis je vous dis déjà à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Quentin. Salut, merci beaucoup. Merci à toi.